Le 29 juin 1764 semblait être un jour comme les autres dans la petite ville pittoresque de Waldeck, en Allemagne. Les habitants se trouvaient à l'église. Ils ne se doutaient pas qu'une puissante tempête allait frapper la région. Et ce n'était pas juste une tempête ordinaire, il s'agissait d'une puissante tornade qui se rapprochait de plus en plus en tourbillonnant. C'était une tornade de catégorie F2 à la base, assez forte pour déraciner des arbres comme les chênes et les hêtres. Mais avec le temps, elle a grandi et est devenue plus puissante. Elle y a même emporté 2 enfants sur son passage et les a projetés dans un lac. Quelque chose d'étrange s'est également passé. Le niveau de l'eau dans le lac a monté, puis elle s'est rapidement retirée, laissant le lac derrière lui. La tornade a frappé une maison, arrachant le toit et abattant les murs. Puis elle a changé de direction et s'est dirigée vers l'est-nord-est, intensifiant son intensité jusqu'au niveau F3. C'est alors que quelque chose de fascinant s'est produit. Une possible réplique ou une trombe satellite a fusionné avec la tornade le long de la rive du lac Lusin. C'était comme si 2 tornades se réunissaient. Elle est devenue plus grande et plus forte, ce qui lui a permis de briser et de déraciner des chênes centenaires, les lançant à 35 mètres dans les airs. Elle a laissé derrière elle un paysage dénudé, détruisant les cultures, l'herbe et même les couches superficielles du sol. À cette époque, les gens ne savaient même pas très bien lire ou écrire, encore moins utiliser des appareils capables de prédire une tornade. Celle-ci était tellement forte qu'elle a rasé des maisons, des granges et même déraciné des arbres. Quel spectacle terrifiant à observer. Mais il y avait quelque chose de particulier au sujet de l'église dans laquelle les gens se trouvaient. Il y avait de solides murs de pierre. Ils s'étaient donc en sécurité à l'intérieur. Pendant que, dehors, tout n'était que destruction. Ils ne s'apercevraient de leur chance que bien plus tard. Avec des vents estimés à plus de 480 km/h, la tornade était inarrêtable. Elle a parcouru une distance de 30 km et s'étendait à son apogée sur un périmètre de plus de 1000 mètres. La tempête déchaînée a projeté les branches des arbres, si haut que les gens ont cru qu'elles avaient terminé dans la stratosphère. Une autre chose étrange à propos de cette tornade est qu'elle s'est produite lors d'un orage sec. Très peu de pluie a été signalée, mais l'orage a tout de même réussi à créer un tel carnage. Il a même produit de gros grêlons, certains atteignant jusqu'à 15 cm de diamètre. Imaginez juste des morceaux de glace de cette taille tombant du ciel. Ces grêlons ont causé d'importants dégâts aux cultures et aux propriétés, ainsi qu'à tout ce qui se trouvait à l'extérieur à ce moment-là. Après le passage de la tempête, un savant du nom de Gottlob Burchard Gensmer a étudié les dégâts et interrogé les témoins qui avaient assisté à la catastrophe, pour se rendre compte que c'était l'une des tornades les plus puissantes jamais observées à l'époque. Elle a atteint la catégorie F5, soit la note la plus élevée sur l'échelle de Fujita, qui mesure la force des tornades. Il aura fallu 1 heure pour que cette folie prenne fin. En 1925, les gens du nord-est du Missouri n'avaient pas non plus de système perfectionné d'alerte aux tornades. Ils ont donc été surpris un jour, en début d'après-midi, en apercevant une tornade se former dans la région. Au début, ce n'en était qu'une petite qui s'est brièvement élevée du sol. Mais avec le temps, elle a commencé à se transformer en un monstre titanesque. Pendant ce temps, à West Frankfort, dans l'Illinois, certains mineurs travaillaient en profondeur sous terre, à environ 150 mètres sous la surface. Soudain, le courant a été coupé et ils ont su que quelque chose n'allait pas. Ils ont rapidement commencé à remonter hors du puits pour atteindre la surface. Lorsqu'ils y sont finalement arrivés, ils ont été stupéfaits par les conséquences dévastatrices de cette énorme tornade. Et elle ne s'est même pas arrêtée là. Elle a continué à semer le chaos sur une très longue distance. Elle a ainsi retourné la Terre sur une distance impressionnante de 350 km, s'étendant des environs de Redford, Missouri, à l'est de Princeton, dans l'Indiana. Elle se déplaçait à une vitesse folle de 120 km à l'heure. Dans la ville de Murphysboro, en Illinois, la monstrueuse tornade a anéanti une centaine de pâtés de maisons, et 70 autres ont été ravagés par un incendie. Dans une autre ville, Griffin, en Indiana, il ne restait plus un seul bâtiment debout. La tornade ne s'est affaiblie qu'à 4h30 de l'après-midi. Cette tornade, connue sous le nom de tornade des 3 États,
a véritablement marqué l'histoire comme étant la pire et la plus longue tornade jamais enregistrée aux États-Unis. En avril 1965, les habitants de la région des Grands Lacs se sont plaints d'une chaleur étrange. Les prévisions ne montraient aucune tempête dans cette zone. Elle était due aux orages qui balayaient l'Upper Midwest des États-Unis. Ces tempêtes étaient terribles et si puissantes qu'elles ont généré 51 tornades en l'espace de seulement 12 heures. Les États de l'Indiana, de l'Ohio et du Michigan ont fini par être particulièrement touchés. Quelque chose d'infortuné s'est justement produit durant cette période. Tout cela a pris par surprise l'équipe du Centre national de prévision des orages violents de Kansas City. Ils ont rapidement essayé d'envoyer des alertes pour informer les gens de ce qui se passait. Mais beaucoup de gens n'ont pas entendu ces annonces car il n'y avait pas encore de sirènes pour les tornades à cette époque. De plus, de nombreuses stations de télévision et de radio ne diffusaient pas régulièrement de bulletins météorologiques. L'électricité était coupée et les lignes téléphoniques ne fonctionnaient plus, ce qui signifiait que de nombreuses villes étaient complètement coupées de toute communication. Les gens ne pouvaient tout simplement pas recevoir ces avertissements parce qu'ils n'avaient plus accès à l'électricité ou à des téléphones fonctionnels. Un jour de printemps en 1974 a été particulièrement difficile en raison des violents orages qui ont engendré une série de puissantes tornades à travers pas moins de 13 États américains. Ces tornades ont duré 16 heures et varièrent de la plus faible, F0, à la plus puissante et destructrice, soit une catégorie F5. À un moment donné, on pouvait compter 15 tornades touchant le sol en même temps. L'une aura duré plus de 2 heures, et 2 autres tournoyaient, l'une autour de l'autre comme des patineuses artistiques. Il s'est agi là d'une autre grande leçon, après laquelle certains changements ont été apportés aux alertes à la tornade. À cette époque, les prévisionnistes météo ne pouvaient avertir les gens d'une tornade que s'ils en avaient vu une de leurs propres yeux, ce qui était généralement trop tard. Le 26 avril 1989, vers 6h30 de l'après-midi, le ciel au-dessus du district de Manikganj au Bangladesh est devenu sombre et menaçant. La tornade a commencé son périple à partir de l'Upazila de Daulatpur et s'est déplacée rapidement vers l'est en direction de Saturia. Les personnes vivant dans cette région étaient déjà confrontées à une grave sécheresse, et elles ne savaient pas encore que des scénarios bien plus catastrophiques étaient encore à venir. La tempête était féroce, s'étendant sur environ 16 km de long et 1,5 km de large. Elle a couvert une superficie relativement faible, mais aura tout de même causé d'énormes dégâts. Elle a déchiré la terre et soufflé les bâtiments, déraciné des milliers d'arbres, robustes, pourtant fermement ancrés, et tout le reste sur son passage. La campagne de Marsala dans l'ouest de la Sicile est vraiment bucolique. Mais elle n'était pas si belle à voir le 8 décembre 1851. 2 tornades féroces ont soudainement balayé la terre, ne semant que la destruction. Alors qu'elles se déplaçaient, elles apportaient avec elles de fortes pluies et des orages de grêle, causant encore davantage de dégâts aux terres agricoles déjà vulnérables. La commune de Castellamare avait un port charmant où mouillaient de nombreux bateaux, et elle a subi de grands dommages. La nouvelle de ce cataclysme a atteint des endroits lointains, parvenant même jusqu'aux oreilles de l'Illustrated London News. Les vents en Oklahoma le 3 mai 1999 étaient également parmi les plus puissants. Une simple journée d'orage a causé d'énormes dégâts, du Texas jusqu'au Dakota du Sud. Au moins 45 tornades ont frappé le sol, et l'Oklahoma a été frappé le plus durement par une tornade de catégorie F5. L'histoire semblait familière. Ce qui semblait d'abord être une petite tornade s'est rapidement transformé en une force colossale qui, à un moment donné, s'étendait sur 1,5 km. Celle-ci a arraché le bitume des routes, le décollant comme le couvercle d'un simple yaourt. Elle a déraciné la végétation et a même projeté des toitures entières contre des lignes électriques. Les chercheurs de la NASA ont étudié la zone à l'aide de satellites. Ils ont réalisé qu'il faudrait entre 10 à 20 ans pour que la végétation repousse totalement dans la région où la tornade n'avait laissé qu'une terre boueuse et stérile. L'Oklahoma se trouve dans une situation peu enviable quand il s'agit de tornades. Prenons l'année 1947 comme exemple. La tornade de Woodward a été nommée d'après la ville qu'elle a frappée. Cette tornade monstrueuse était immense. Elle a atteint 3 km de diamètre et progressait à une vitesse incroyable d'environ 80 km à l'heure.
Avant d'atteindre Woodward, la tornade avait déjà causé beaucoup de dégâts dans d'autres villes sur son sillage. Mais c'est à Woodward qu'elle a déchaîné toute l'ampleur de sa furie. Sans crier gare, elle a frappé la ville à 8h42 du soir, prenant les résidents par surprise. La communication avec le monde extérieur a été coupée, laissant les familles dans l'incertitude quant au sort de leurs proches. Comme si une tornade ne suffisait pas, certaines zones sont frappées par une succession d'entre elles. En 1908, une série de tornades a balayé la partie est des États-Unis. Du Texas à la Géorgie, puis du nord de l'Oklahoma jusqu'au Tennessee, au moins 34 tornades ont frappé le sol. La nature n'a montré aucune pitié, des bâtiments ont été rasés et des rues autrefois prospères ont été réduites à quelques décombres. L'échelle de Fujita mesure la force d'une tornade en se basant sur deux choses, la vitesse des vents et le niveau de destruction causé. Les tornades de type F5 sont les plus fortes et les plus destructrices. Il se trouve bien certaines personnes pour évoquer l'existence de tornades de niveau F6 avec des vents capables de souffler à plus de 480 km/h. Si une telle tornade passait par là, vous pourriez bien finir par revivre le début du Magicien d'Oz. Heureusement, les tornades F6 n'existent que dans les légendes, et Oz est bien le dernier endroit où vous risquez de vous retrouver. Un tsunami frappant les grandes villes sur ou près de la mer Méditerranée et dans la partie nord-est de l'océan Atlantique n'est pas une question de si, mais de quand. Il est effrayant et surréaliste de penser que des endroits comme Cannes ou Barcelone pourraient soudainement être frappés par une énorme vague, mais le fait est que les côtes européennes se trouvent dans des zones tectoniques actives. Seulement environ 10% de tous les tsunamis dans le monde se produisent en Méditerranée. Et il y a eu au moins 290 tsunamis dans cette zone depuis 1600 avant notre ère. Malgré le nombre relativement faible, ce phénomène a causé de nombreuses catastrophes dévastatrices au cours de l'histoire de l'Europe. En 1755, un séisme de magnitude 8.5 dont l'épicentre se trouvait à l'ouest-sud-ouest du cap Saint-Vincent a déclenché un tsunami qui a détruit la majeure partie de Lisbonne, la capitale du Portugal. Environ 40 minutes après le tremblement de terre, cette vague massive a frappé le port et le centre-ville, remontant rapidement le fleuve Tage. Le phénomène était si rapide que plusieurs personnes à cheval ont dû galoper vers des hauteurs pour éviter d'être emportées. Et ce n'était que le début d'un cauchemar, avec deux autres vagues terrifiantes qui ont frappé Lisbonne juste après. Une catastrophe comme celle-ci est similaire à ce que nous voyons dans l'océan Pacifique plusieurs fois par siècle. Mais dans l'Atlantique, c'est très rare. Ce genre de tsunami majeur est censé se produire tous les 3 à 5 siècles. Mais maintenant, cela pourrait arriver demain. Marseille en France, Chipiona en Espagne et d'autres villes figurent sur la liste des lieux importants qui pourraient être inondés bientôt, avec une probabilité d'environ 100% d'être frappés par un tsunami au cours des 30 prochaines années. Les statistiques montrent que la vague atteindra probablement plus de 1 mètre de haut. Je sais, cela ne semble pas beaucoup. Surtout puisque quand nous pensons au tsunami, nous imaginons des vagues terriblement hautes, comme celle qui a frappé la baie de Lituya en Alaska. Dans ce cas, la vague mesurait plus de 518 mètres de hauteur. Mais nous devons nous rappeler que même des vagues de seulement 50 cm de haut peuvent être dangereuses pour les nageurs. Car ce n'est pas seulement la hauteur du tsunami qui compte, mais aussi le flux et le mouvement de l'eau. Sans parler des inondations, qui peuvent endommager les plages, les ports et les rues. Si le littoral possède un petit port et que le front de mer est exceptionnellement bas, comme à Cannes, cette catastrophe naturelle pourrait être beaucoup plus dangereuse. Les tsunamis d'environ 2 mètres de haut peuvent soulever des voitures du sol, tandis que des vagues plus petites peuvent créer des murs d'eau se déplaçant à 65 km/h. De plus, il y a ces événements plus petits qui ne détruiront peut-être pas tout mais peuvent quand même coûter une fortune. Par exemple, des bancs de sable gigantesques qui se déplacent sur le fond de l'océan, comme des dunes de sable qui se déplacent dans les déserts. Ils peuvent endommager des pipelines ou des câbles sous-marins pour Internet et communication. Et cela finit par coûter des millions de dollars aux entreprises et au gouvernement. C'est pourquoi des organisations comme l'UNESCO s'inquiètent de la possibilité qu'un tsunami dangereux frappe bientôt l'Europe. Elles font donc tout leur possible pour prévenir des scénarios apocalyptiques. Comme ce qui s'est passé en 2004 quand un tremblement de terre au large de la côte de Sumatra, Indonésie, a provoqué des vagues de plus de 30 mètres de haut dans les communautés côtières, entraînant la perte de plus de 200 000 vies.
Et n'oublions pas 2011, lorsqu'un tremblement de terre au large de la côte de Tohoku, au Japon, a déclenché un tsunami qui a atteint environ 9,6 km à l'intérieur des terres et provoqué un grave accident nucléaire dans une centrale électrique le long de la côte. Plus de 16 000 personnes ont perdu la vie dans cette tragédie, et l'événement a entraîné des milliards de dollars de dégâts aux infrastructures. Ces catastrophes ont été de sérieux avertissements, et nous avons parcouru un long chemin depuis 2004. Nous sommes beaucoup plus en sécurité aujourd'hui, en grande partie parce que le système d'alerte au tsunami est très efficace pour détecter rapidement cette situation dangereuse. Contrairement à de nombreux autres phénomènes naturels, un tsunami peut être anticipé. Nous n'avons peut-être que quelques minutes pour agir, mais si nous savons tous quoi faire, de nombreuses vies peuvent être sauvées. Et dans la plupart des régions du monde, des sirènes sont couramment utilisées pour alerter les gens des tsunamis. Pour déclencher la sirène le plus tôt possible, les alertes initiales de tsunami se basent généralement uniquement sur les données sismiques. Tout d'abord, les spécialistes reçoivent des informations sur un tremblement de terre. Les ondes sismiques se déplacent environ 100 fois plus vite que les tsunamis. Ainsi, ils ont suffisamment de temps pour analyser les données et déterminer si le tremblement de terre a pu générer un tsunami, et s'ils doivent émettre une alerte de tsunami initiale. Dans les centres d'alerte américains, par exemple, les scientifiques émettent généralement des alertes initiales dans les 5 minutes suivant un tremblement de terre. Si un tsunami est suspecté, ces alertes peuvent également inclure des informations sur les heures d'arrivée des vagues, des actions recommandées et les impacts potentiels. Mais tirer la sonnette d'alarme ne suffit pas. Pour sauver des vies, les communautés côtières doivent également être formées à réagir rapidement et de la meilleure façon possible. C'est pourquoi l'UNESCO a produit ce programme appelé Tsunami Ready, visant à former les personnes vivant dans les zones côtières à risque sur la manière d'agir en cas de tsunami d'ici l'année 2030. L'idée est d'aider les communautés à rester en sécurité en leur apprenant à protéger leurs moyens de subsistance et à préserver leurs maisons. Être reconnu comme Tsunami Ready par l'UNESCO ne signifie pas qu'une communauté est à l'abri des tsunamis, bien sûr. C'est plutôt une reconnaissance qu'ils ont adopté toutes les mesures possibles pour atténuer les risques de tsunami. Ainsi, les autorités aident les communautés à se préparer en installant des panneaux d'évacuation, en établissant des procédures de sécurité et en créant des plans pour avertir les touristes. Comme l'Espagne, qui a distribué des panneaux d'alerte au tsunami le long de toute la côte, ainsi que des panneaux indiquant les routes d'évacuation vers des terrains plus élevés. Et l'Espagne ferait mieux d'être préparée. Je veux dire, seulement 7 tsunamis ont frappé le pays depuis l'année 365, donc il est difficile de prévoir les effets d'un tel événement. Mais il pourrait être dévastateur, étant donné que les zones côtières espagnoles sont tellement importantes économiquement. Il y a aussi une zone dangereuse dans la faille d'Averroès, sous la mer d'Alborán. Si un tremblement de terre se produit à ce point, les gens auront seulement 21 minutes pour échapper à un tsunami. UNESCO a également établi 12 centres d'alerte au tsunami, qui couvrent également l'Europe. Cette initiative implique 5 centres situés dans les régions méditerranéennes et nord-est atlantique. Ces centres peuvent sauver des milliers de vies, car ils surveillent les perturbations océaniques 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ensuite, après avoir analysé la menace, ils envoient des messages en fonction du potentiel de l'événement à provoquer un tsunami. L'échelle d'intensité va de aucun effet à complètement dévastateur. Et par cela, ils comprennent que presque tous les bâtiments en briques pourraient être démolis par les vagues, et même les structures en béton les plus renforcées pourraient subir de lourds dégâts. Jusqu'à présent, nous avons principalement parlé des tsunamis causés par des tremblements de terre le long des frontières des plaques tectoniques convergentes. En fait, les tremblements de terre ont représenté plus de 80% des tsunamis depuis 1900. Mais les tsunamis peuvent aussi résulter de glissements de terrain, d'éruptions volcaniques et même d'impacts de météorites. Les experts s'inquiètent également du fait qu'avec les changements climatiques actuels, nous pourrions voir apparaître plus de météo-tsunamis en Méditerranée. Ceux-ci sont déclenchés par des conditions météorologiques anormales et peuvent perturber toute côte ayant un fond marin peu profond. Ils ne sont peut-être pas aussi énormes ou célèbres que ceux provoqués par les tremblements de terre, mais ils peuvent tout de même causer des dégâts matériels importants et mettre les gens en danger. Par exemple, en 2006,
Un météo-tsunami a frappé le port de Ciutadella sur l'île espagnole de Minorque. Des yachts ont été projetés les uns contre les autres et ensuite échoués sur le fond du port à mesure que l'eau se retirait, ce qui a entraîné des dégâts de plusieurs dizaines de millions d'euros. Malheureusement, les météo-tsunamis en Méditerranée ont tendance à être plus forts en été. Donc, si vous prévoyez de passer vos vacances en Europe, restez vigilants face à tout signe de vagues dangereuses. Si vous rencontrez soudainement un tsunami se dirigeant vers vous, souvenez-vous que c'est le moment de réagir. Déplacez-vous vers les hauteurs aussi loin à l'intérieur des terres que possible. Prêtez une attention particulière à tous les alertes d'urgence et informations, et suivez les conseils des autorités locales. Surtout, n'attendez pas sur place pour prendre des photos. Quittez la zone dès que vous remarquez des signes de cet événement dangereux, ou si vous entendez un avertissement officiel de tsunami. Soyez prudents. Certaines nuits, lorsque le ciel est dégagé au-dessus d'un puissant orage, il est possible de voir des elfes, des gnomes, des sylphes ou des geais bleus. Les geais bleus n'ont pas leur place dans cette liste, dis-tu? En fait, je ne suis pas en train de parler de contes de fées, mais de différents types d'éclairs visibles très haut au-dessus des nuages d'orage. Prenons les sylphes rouges. Ces flashs de lumière apparaissent en grappe au-dessus des orages. Ils sont rares parce qu'ils ne sont causés que par un type spécifique d'éclairs, les éclairs positifs nuage-sol. Une charge positive est transférée d'un nuage d'orage vers le sol lorsque la foudre frappe. Ce type d'éclair ne représente que 10% de toutes les éclairs. Pendant plus d'un siècle, les gens ont cru que ces éclairs n'étaient que légendes urbaines. Il est vrai qu'on les voyait de temps en temps, mais ces éclairs étaient si brefs que même si on avait la chance d'en apercevoir un, il était impossible d'appeler à temps une seconde personne pour qu'elle assiste au phénomène et le confirme. Même lorsque des savants ou des pilotes respectables en parlaient, la communauté scientifique les ignorait. En 1989, une chose étrange s'est produite. Les chercheurs de l'université du Minnesota ont réussi à filmer des sylphes. Et c'est ainsi que tout a commencé. Les gens du monde entier se sont mis à partager des vidéos et des photos de sylphes rouges. Les sylphes rouges peuvent apparaître sous la forme de boules d'une centaine de mètres d'air ionisé. Ces boules descendent d'une hauteur d'environ 80 km à 10% de la vitesse de la lumière. Et les chercheurs ont étudié non seulement les éclairs qui tombent des nuages en furie, mais aussi ces flashs colorés qui montent vers l'espace. Ainsi, l'électricité s'élève jusqu'à l'ionosphère, mais en même temps, elle descend vers la Terre. Les sylphes rouges se présentent sous différentes formes, par exemple sous forme de méduses, pouvant posséder une superficie de 77 km². Il existe des farfadets à carottes et des sylphes colonnes. Ils sont similaires, mais les carottes sont dotées de longues vrilles. La partie inférieure des vrilles est souvent bleue, tandis que leur partie supérieure est rouge. Le 22 août 2022, nous avons pu prendre des photos étonnantes de traînées rouges vives dans le ciel du désert d'Atacama, au Chili. Elles étaient entourées d'une autre lueur plus importante, de couleur verdâtre. Ce qu'on appelle la lumière du ciel nocturne, qu'on distingue assez mal lorsque la pollution lumineuse est importante. Cette pollution est due à la lumière artificielle. Elle nous empêche notamment d'observer les étoiles et d'autres objets que nous pourrions normalement voir dans un ciel dégagé. Cette lueur de l'air est due aux atomes d'azote et d'oxygène présents dans l'atmosphère. La lumière du soleil dégomme leurs électrons pendant la journée. Ils se recombinent ensuite lentement et ce processus les fait briller. Comment peut-on voir un sylphe rouge ? Tout d'abord, il faut trouver un gros orage. Ils sont plus fréquents en été et au printemps, par exemple en juin. Bien sûr, les sylphes peuvent apparaître à tout moment s'il y a de puissants orages, avec des éclairs au niveau du sol. Le ciel doit être dégagé et très sombre, idéalement sans clair de lune. L'orage doit se trouver à une distance comprise entre 160 et 320 km. Ainsi, les nuages n'obstrueront pas le ciel et la visibilité sera meilleure. Dans le scénario idéal, l'orage se déplacera le long d'un horizon lointain, si bien qu'il sera possible de voir au-dessus des nuages. On peut suivre une tempête à l'aide d'un radar météorologique.
Tes yeux ont besoin d'un certain temps pour s'adapter à l'obscurité qui t'entoure. Donne-leur un peu de temps, environ 20 à 30 minutes. Garde les yeux au-dessus des nuages et essaye de ne pas les regarder directement. Ignore les éclairs. Un sylphe apparaîtra peut-être une fois tous les 2 scènes éclairs. N'espère pas trop capter tout ça avec ton appareil photo. Ce n'est pas facile, mais le spectacle vaudra la peine d'attendre. On appelle ce phénomène, et d'autres similaires, des TLE, l'acronyme anglais de phénomènes lumineux transitoires. Les jets bleus méritent également notre attention. Il s'agit de faibles lumières bleues qui s'élèvent très rapidement au-dessus des puissants orages de grêle. Ils sont également très rares, et, dans la plupart des cas, il n'est possible de les voir qu'à bord d'un avion. Et maintenant, parlons un peu de ces créatures de contes de fées. Les elfes, dans le monde des éclairs, sont de brefs disques de lumière que l'on peut voir à environ 100 km d'altitude dans l'atmosphère. Ce n'est qu'un acronyme. Leur nom complet est émission de lumière et perturbations à très basse fréquence dues à des sources d'impulsions électromagnétiques. Oui, nous pouvons continuer à nous servir du mot elfe. Et il y a les trolls. Il s'agit de taches rouges qui apparaissent près du sommet des nuages après l'éclair d'un sylphe rouge très puissant. Les gnomes sont les éclairs les plus petits et les plus rapides. Ce sont de minuscules pointes de lumière blanche qui jaillissent du sommet d'une grande enclume de nuages d'orage. L'enclume est un nuage allongé que l'on voit au sommet d'un orage. Elle se propage dans le sens du vent en altitude. Les gnomes ne durent qu'une microseconde. Et regarde ça, la foudre en boule se présente sous la forme d'orbes enflammés qui peuvent être aussi grosses qu'une balle de golf et même atteindre la taille d'un gros ballon de plage. Elles peuvent être jaunes, rouges, blanches, oranges, vertes ou violettes. Elles peuvent être visibles pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Au fil des siècles, de nombreuses personnes ont raconté avoir assisté à ce phénomène, voyant parfois même les boules flotter jusque dans leur maison. Mais de tels événements sont vraiment imprévisibles et se produisent rarement. Des scientifiques ont réussi à recréer cette foudre en laboratoire, ou du moins quelque chose de très approchant. Ils se sont rendus compte qu'elle apparaît après qu'un éclair a frappé le sol, et résulte de la vaporisation de diverses particules minérales. Voici quelque chose de spectaculaire, la foudre volcanique. Celle-ci naît dans les panaches d'une éruption. Comme lors de tout orage, les éclairs volcaniques se forment lorsque l'électricité statique s'accumule dans l'atmosphère terrestre. Elle est ensuite libérée sous la forme d'éclairs. Les scientifiques ne comprennent pas encore tout le processus, mais ils pensent qu'il est lié à une puissante charge. Par exemple, la charge de glace est à l'origine de la formation des orages. Elle joue également un rôle dans la production des éclairs lors des éruptions volcaniques. Ce phénomène se produit lorsque l'air réchauffé par une éruption s'élève dans le ciel et rencontre de l'air froid. L'eau provenant de l'éruption se transforme en particules de glace et, lorsque ces particules se heurtent les unes aux autres, certains électrons partent dans tous les sens. Les particules de glace qui ont maintenant une charge positive se déplacent plus haut dans le ciel et se rassemblent. Il peut également s'agir d'une charge frictionnelle, un autre événement qui conduit à la foudre volcanique. Le phénomène est similaire à celui de la charge de glace, sauf qu'ici ce sont des cendres et des morceaux de roche qui entrent en collision et créent une charge électrique. Il y a aussi les flashs de rayons gamma terrestres. Il y a plus de 10 ans, des chercheurs ont découvert que les orages pouvaient générer de brèves, mais très fortes salves de rayons gamma, la forme de lumière la plus énergétique. Ces rayons sont si brillants qu'ils peuvent aveugler les capteurs des satellites, même lorsqu'ils se trouvent à des centaines de kilomètres. Ils peuvent également créer de l'antimatière. L'antimatière est un type de matière composée de particules de charge opposées à celles de la matière normale. Imagine que tu aies 2 boîtes remplies de blocs. Certains blocs sont rouges et d'autres sont bleus. Lorsque ces blocs se touchent, ils disparaissent, ou s'annihilent, et se transforment en énergie. C'est ce qui se passe lorsque des particules de matière et d'antimatière se rencontrent. Et ces éclairs pourraient être le résultat des rayons gamma, car ils émettent une lumière qui n'est pas vraiment visible. La foudre ordinaire implique des électrons lents. Dans les flashs de rayons gamma, les électrons sont très énergétiques. Ils s'écrasent sur les molécules d'air et produisent cet étrange phénomène. Un coucher de soleil violet.
Tu as dû en voir au moins un au cours de ta vie. Normalement, ça n'a rien d'inquiétant et c'est lié à la façon dont la lumière se propage. La lumière produite par le soleil est blanche. Lorsqu'elle traverse un prisme, on observe des ondes lumineuses de différentes couleurs, du rouge à l'orange, en passant par le bleu, le vert et l'indigo. La lumière se déplace normalement en ligne droite, s'il n'y a pas d'obstacle. Les ondes lumineuses les plus courtes, notamment les bleues et les violettes, sont plus facilement dispersées lorsqu'elles rencontrent ces obstacles, comme les molécules et les aérosols présents dans l'atmosphère. Comme le soleil est bas sur l'horizon au coucher et au lever du soleil, sa lumière doit traverser davantage de molécules, qui dispersent la lumière violette et bleue. Les couleurs que tes yeux perçoivent alors sont le jaune, l'orange et le rouge. Mais dans de bonnes conditions, tu peux voir un magnifique ciel violet. Parfois, un ciel violet apparaît pour des raisons beaucoup plus néfastes. Il peut être causé par des ouragans, des feux de forêt ou des tempêtes de poussière. La concentration de vapeur dans l'air augmente et la lumière se disperse plus que d'habitude. La poussière, le coucher du soleil et des nuages bas contribuent également à ce spectacle naturel. Le ciel devient orange et rouge au crépuscule s'il y a encore assez de lumière. Ensuite, il émet des teintes roses qui se mêlent au bleu foncé du ciel. Tu te souviens de ce qui se passe quand on mélange du rose et du bleu? On obtient du violet. Tous les ouragans ne font pas virer le ciel au violet, et essayer de prévoir si cela va se produire revient à essayer de prédire un arc-en-ciel. Pourtant, des gens ont rapporté que plusieurs ouragans majeurs avaient empourpré le ciel. Un ciel vert peut sembler tout aussi spectaculaire que le violet, mais il est lui aussi synonyme de danger. Il indique généralement qu'un orage, une tempête de grêle ou une tornade se trouve à proximité. Cette couleur unique résulte du mélange des rayons jaunes du soleil et de la lumière bleue des nuages d'orage. Tu profites d'une belle journée en bord de mer avec une brise fraîche dans les cheveux lorsque soudain tu remarques que l'eau commence à se retirer de la plage à toute vitesse. C'est le signe avant-coureur que tu dois t'enfuir le plus vite et le plus loin possible de la plage, car cela signifie très probablement qu'un tsunami est en approche. Une réaction rapide maximise tes chances de survie. Si tu remarques que le niveau de la mer monte, mais sans que cela semble trop extrême, c'est peut-être un autre signe de l'approche d'un tsunami. Cela se produit dans 40% des cas, et cette crue n'est que la première vague de ce raz-de-marée. La suivante, beaucoup plus conséquente et dangereuse, suit généralement dans les 10 minutes. Une autre caractéristique des tsunamis est qu'ils sont accompagnés d'un puissant grondement. Les gens l'ont comparé au tonnerre, au bruit d'une locomotive, d'un hélicoptère ou tout simplement à une puissante déflagration. Tu vois un chenal d'eau agité sur la plage? Il est dans ton intérêt de ne pas t'approcher de l'eau. Il peut y avoir un courant d'arrachement sous la surface qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Parfois, les vagues frappent le rivage d'une manière inhabituelle, ce qui forme des courants d'arrachement. Tu peux alors observer une rupture étrange dans les vagues ou une zone dont la couleur est différente de celle du reste de l'eau. Des bouts d'algues qui partent dans tous les sens sont un autre signe caractéristique de ces courants de retour. Si tu te trouves pris dans un tel phénomène, essaie de continuer à flotter, mais ne cherche pas à aller à contre-courant. Tu ne ferais que gaspiller une énergie précieuse. Appelle à l'aide et essaie de flotter le long du rivage. Une fois que tu es sorti du courant, nage en diagonale en direction de la plage. La prochaine fois que tu apercevras des nuages de forme conique dans le ciel, rappelle-toi que c'est le bon moment pour commencer à chercher un abri. S'ils se présentent ainsi, c'est qu'un orage violent est en chemin. Mais si un nuage de cette forme commence à tournoyer sur lui-même, cela signifie qu'il est sur le point de se transformer en tornade. Si des abeilles se trouvent à proximité, elles peuvent t'alerter d'un tel cataclysme. Ces petites bêtes travailleuses deviennent plus actives que d'habitude lorsqu'elles sentent qu'une tempête est en approche. Elles accélèrent pour récolter plus de nectar avant que l'orage n'arrive. Et une fois qu'elles ont terminé, elles reviennent toujours à la ruche 10 à 15 minutes avant une forte pluie. Et ce, même s'il n'y a pas de signes évidents de son arrivée. Leur secret? Des poils supersensibles sur leur dos qui peuvent capter les accumulations électrostatiques des nuages orageux. Depuis des siècles et des siècles, les gens ont remarqué que les animaux se comportaient bizarrement quelques jours avant un grand tremblement de terre. Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer, les vaches cessent de produire du lait, et les crapauds, les rats et les serpents désertent leur habitat. Il semble que les bêtes puissent ressentir les premières ondes de choc plus faibles que les humains ne remarquent même pas.
Les scientifiques ont tenté de trouver une explication logique à ce phénomène et ont conduit d'innombrables expériences. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore parvenus à expliquer totalement ce mystère. Peux-tu sentir l'ozone dans l'air? Lorsqu'un orage se prépare, c'est l'odeur la plus distincte que l'on puisse percevoir. C'est la charge électrique de la foudre qui la libère en altitude. L'autre odeur de la pluie, plus agréable, est le pétrichor. L'eau de pluie exalte les molécules des plantes, des arbres, du béton et de l'asphalte. Leur arôme se répand partout et tu peux même sentir cette odeur dans ta bouche. Tous les ions positifs présents dans l'air et libérés par un éclair se mélangent à l'ozone et à ta salive. C'est ainsi que tu obtiens ce goût métallique. Lorsque la foudre est sur le point de frapper, tu peux entendre des craquements, des bourdonnements ou des vibrations bizarres provenant des objets métalliques situés à proximité. Tes mains peuvent commencer à transpirer. Et enfin, tu peux sentir tes cheveux se dresser sur ta tête. C'est un signal très clair qu'il est temps de réagir et cela consiste à fuir pour sauver ta vie. Des charges positives traversent alors ton corps, essayant d'atteindre la partie chargée négativement de l'orage. Et crois-moi, tu ne veux vraiment pas que ces charges se rencontrent. Si tu ne vois aucun abri que tu puisses atteindre rapidement, essaie de te rendre plus petit que les objets qui t'entourent. Abaisse ton parapluie et tiens-toi à l'écart des clôtures en fil de fer, des tuyaux, des rails et de tout autre objet métallique. Ne t'allonge pas sur le sol en revanche, il est probablement mouillé, ce qui signifie qu'il est un excellent conducteur d'électricité. Si tu remarques soudainement des crevasses dans l'asphalte à côté de ta maison, il pourrait s'agir d'un signe avant-coureur d'un affaissement de terrain. Inspecte ta maison de l'intérieur. La porte commence-t-elle à se coincer? Ou peut-être y a-t-il un espace qui se crée entre les murs et le plafond? Des placards et des tiroirs de cuisine inégaux, des sols inclinés, des escaliers qui commencent à pencher, des infiltrations après chaque pluie et des moulures qui se déplacent sont autant de signes qu'une doline est sur le point de s'ouvrir. Pour savoir s'il s'agit bien d'un affaissement et quel est son degré de dangerosité, il faut faire appel à un bureau d'études en ingénierie géotechnique. Si tu tombes sur une doline préexistante, tu dois rester à l'écart de la zone. Installe une clôture ou une corde afin de la rendre moins dangereuse pour les passants. Enfin, tu auras besoin de l'aide d'un professionnel pour la combler. Certains volcans hurlent lorsqu'ils sont sur le point d'entrer en éruption. Les petites secousses qui se produisent souvent au préalable génèrent un bourdonnement. Il est généralement inaudible à l'oreille humaine, mais il atteint parfois une fréquence qui permet d'entendre cet étrange grondement provenant du sol. Ce bruit est connu sous le nom de trémor harmonique. Dans le cas de certains volcans, il s'agit du bruit des bulles de magma qui vibrent lorsqu'elles traversent les fissures de la croûte terrestre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les scientifiques parvenaient à comprendre la cause exacte de ces hurlements volcaniques, ils pourraient créer un système limité d'alerte préalable aux éruptions. Si tu te trouves dans la nature, prête attention à l'eau des ruisseaux, des rivières et des fleuves. Si leur niveau baisse rapidement alors qu'il est en train de pleuvoir, c'est peut-être le signe d'un glissement de terrain imminent. Des rochers qui dévalent les pentes d'un volcan en éruption, qui poussent d'autres rochers plus gros sur leur chemin et qui finissent par tomber dans l'océan en une énorme cascade, provoquant une vague d'une hauteur jamais vue auparavant. C'est ce qui pourrait se produire si le Helena Slump de la grande île d'Hawaï tombait dans l'eau. Le volcan Kilauea est loin d'être en sommeil. La dernière éruption a eu lieu en 2018. Ces éruptions sont généralement accompagnées de tremblements de terre de différentes magnitudes. Et à chaque tremblement de terre, les roches de magma sur les pentes du volcan se déplacent vers le bas. Ces formations rocheuses sont appelées slumps. Et l'Helena Slump est le plus connu d'entre eux. En 1868, l'effondrement de ce slump a provoqué un raz-de-marée de 18 mètres de haut. Mais le plus troublant est qu'il y a environ 110 000 ans, un glissement de terrain a provoqué l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés, qui à son tour a provoqué un méga tsunami de plus de 300 mètres de haut. Les scientifiques craignent qu'un tel événement ne se reproduise à l'avenir. Si cela se produisait, la vague pourrait engloutir l'ensemble d'Hawaï et atteindre facilement les côtes d'Amérique du Nord et du Sud. Les géologues s'empressent cependant de rassurer les gens en expliquant qu'un tel glissement de terrain est peu probable dans un avenir proche. Il est tout simplement trop tôt pour cela. Mais lorsqu'il se produira, les conséquences seront catastrophiques. Bonne journée! Le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis, est célèbre dans le monde entier pour ses paysages éblouissants et en particulier pour le Grand Prismatic Spring, coloré, qui se trouve en son cœur. Mais nous devons tous rester conscients que Yellowstone
est avant tout un énorme caldeira, en fait, un supervolcan endormi. La différence entre un volcan ordinaire, comme le Kilauea d'autrefois, et un supervolcan est que ce dernier est des milliers de fois plus puissant. Imagine une éruption crachant des tonnes d'énormes rochers et des rivières de lave en fusion, pompant des nuages de cendres qui font que les pays interrompent les voyages aériens pendant des semaines. Et maintenant, multiplie tout cela par 1000. Voici à quoi ressemblerait une éruption à Yellowstone. Au début, une énorme zone au milieu du parc national tremblerait, s'effondrerait, puis serait propulsée vers le haut en une explosion de plusieurs mégatonnes. Des coulées de lave et des roches magmatiques couvriraient une superficie d'environ 100 km², soit la moitié de Washington DC. Mais le plus grand danger est la cendre volcanique. Le panache de cendres s'élèverait à des kilomètres au-dessus et serait emporté par le vent dans toutes les directions. Comme l'éruption serait loin d'être ordinaire, la distance de propagation et les dégâts seraient également beaucoup plus importants que d'habitude. La cendre est épaisse et lourde, de sorte qu'elle couvrirait une vaste zone, détruisant les cultures et même les bâtiments. Pire encore, elle se répandrait dans l'air et bloquerait le soleil, entraînant une baisse drastique de la température et un hiver artificiel. Même les volcans réguliers peuvent faire baisser les températures mondiales de quelques degrés. Un supervolcan peut potentiellement provoquer une nouvelle ère glaciaire. Heureusement, les chances que le supervolcan de Yellowstone entre en éruption dans un avenir proche, ou même lointain, sont extrêmement faibles. Il n'y en a eu que 3 dans l'histoire de la Terre, et rien n'indique qu'une telle catastrophe devrait se reproduire. Les scientifiques estiment la probabilité à 0,00014%, ce qui est inférieur aux chances qu'un astéroïde nous anéantisse tous. En parlant de cela, si les dinosaures pouvaient parler, et bon, s'ils étaient vivants au passage, ils te diraient que la menace des astéroïdes est tout à fait réelle. Les scientifiques de la NASA affirment avoir suivi 90% de tous les astéroïdes géocroiseurs de taille importante, et aucun d'entre eux n'est préoccupant. Mais il en reste encore 10%. De plus, les astéroïdes peuvent modifier leur trajectoire en raison de l'attraction exercée par d'autres corps célestes et finir par se diriger vers nous. Quelle chance! Si un astéroïde assez grand, de l'ordre de 1,6 km, touche la Terre, il provoquera d'abord une explosion assez puissante pour raser une douzaine de grandes villes en quelques secondes. Ensuite, l'impact soulèvera un nuage de poussière et de débris qui bloquera le Soleil, tout comme le nuage de cendres d'un volcan, et provoquera un hiver de plusieurs siècles sur toute la planète. Mais même s'il tombe dans l'océan, ce qui est plus probable, la vague qui en résultera s'élèvera à plusieurs kilomètres de hauteur, balayant les villes côtières de la surface de la planète. Mais au moins, il n'y aura pas de nouvelle ère glaciaire. Bien que les scientifiques soient pratiquement sûrs qu'une telle menace n'existe pas dans un avenir proche, on ne peut pas l'exclure complètement, et l'humanité a besoin d'au moins 5 ans pour se préparer à cet événement. Si un gros astéroïde proche de la Terre change soudainement de trajectoire et se dirige droit vers notre planète, nous n'aurons aucune chance contre lui. Un film catastrophe, quelqu'un ? Une calamité beaucoup plus probable cependant repose juste sous nos pieds. C'est la faille de San Andreas, en Californie. La faille est prête à se rompre depuis des années maintenant, et les scientifiques estiment qu'un tremblement de terre de ce type est susceptible de se produire dans les 3 prochaines décennies. Et quand il se produira, ce ne sera pas beau à voir. Ils s'attendent à une magnitude de 8, ce qui est comparable à certains des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire. C'est d'autant plus dangereux que la Californie abrite certaines des villes les plus peuplées de l'ouest des États-Unis, dont Los Angeles et San Francisco. Les immeubles de grande hauteur y sont courants et ils sont particulièrement vulnérables aux tremblements de terre souterrains. Le tremblement de terre de San Andreas pourrait causer beaucoup de dégâts dans les villes et les campagnes. Dans le pire des cas, le sol pourrait se briser, détruisant les bâtiments, les fermes et modifiant complètement le paysage. Cependant, les scientifiques pensent que la probabilité d'un tel tremblement de terre n'est que de 7% pour les 30 prochaines années. Il y a donc une grande chance, 93%, que nous ne voyions jamais cela de notre vivant. Pourtant, il existe un autre risque de tremblement de terre pas si éloigné du précédent, le mégaséisme au Chili. Le pays se trouve juste au-dessus de la zone de subduction, une zone où 2 plaques tectoniques se rencontrent et se superposent. Sur le lieu de leur rencontre, la tension s'accumule en raison de leur mouvement continu, et une fois que cette tension est trop forte, un tremblement de terre majeur se produit. Le Chili a connu de nombreux tremblements de terre ces dernières années, et les scientifiques s'inquiètent que ces derniers ne soient les préparatifs d'un tremblement de terre d'une ampleur beaucoup plus grande. Ils pensent qu'un grand tremblement de terre est prévu avant la fin du siècle, et qu'il pourrait être dévastateur pour la zone côtière.
des séismes encore plus petits ont provoqué des tsunamis qui ont inondé la côte ouest, et un énorme tremblement de terre comme celui-ci est susceptible de soulever une vague d'une hauteur incroyable. Le côté positif, c'est que le Chili sait désormais qu'il doit se préparer à l'avance aux catastrophes naturelles à venir, et les géologues sont pratiquement sûrs que les gens pourront évacuer avant que le tremblement de terre ne frappe. En septembre 1859, l'astronome Richard Carrington regardait le Soleil quand il a soudainement vu une éruption lumineuse à sa surface. Il en a pris note, mais n'a réalisé l'importance de cette éruption que quelques jours plus tard. L'énergie de cette éruption a atteint la Terre et l'a frappée directement, provoquant l'apparition d'aurores boréales au-dessus de Cuba et brûlant les lignes télégraphiques partout dans le monde. Ce fut ce qu'on a appelé l'événement de Carrington, une tempête solaire. De telles tempêtes frappent la Terre assez souvent, mais aucune n'a été aussi puissante que le Carrington Event, ni avant ni après. Mais en 2012, les astronomes ont enregistré une éruption solaire similaire dont l'énergie a failli frapper notre planète une fois de plus. Si elle avait eu lieu une semaine plus tôt, nous aurions eu de gros problèmes. Aujourd'hui, l'humanité dépend de l'électricité dans presque tous les aspects de la vie, et une puissante tempête solaire perturberait beaucoup le champ électromagnétique de la Terre. Tous les appareils électriques s'arrêteraient ou court-circuiteraient, et les énormes transformateurs qui alimentent pratiquement tout tomberaient en panne pour de bon. Il faudrait des années pour les réparer, et le coût d'une panne aussi massive se chiffrerait en billions de dollars. Le pire, c'est que la science est presque incapable de prévoir les tempêtes solaires, et même si nous pouvions les connaître à l'avance, nous ne pourrions pas les arrêter. L'éruption se produit en quelques secondes, et il faut environ 8 minutes pour que les particules atteignent l'atmosphère terrestre, causant des perturbations. La panne d'électricité surviendrait un peu plus tard, d'ici un jour ou deux, lorsqu'un nuage de plasma massif atteindrait notre planète. Pour le moment, il n'y a aucune protection contre les éruptions solaires, et les chances qu'il y en ait une assez puissante pour couper toute notre électricité dans les prochaines années sont assez élevées, environ 12%. Le seul point positif dans tout cela est que nous connaissons maintenant cette possibilité et que nous pouvons au moins nous y préparer à l'avance. N'oublie pas de prendre des sous-vêtements et des chaussettes, c'est toujours utile. Tu l'attendais depuis si longtemps, et il est enfin là. Il semble être assez proche de chez toi, alors tu prends rapidement tes clés, te précipites vers ta voiture et t'engages sur l'autoroute. Un arc-en-ciel lumineux dans le ciel. Tu ne veux pas rater ta chance de trouver son extrémité et d'obtenir ton or bien mérité. Tu conduis aussi vite que possible, et l'arc-en-ciel se dédouble. La route prend un virage serré, le bout de l'arc-en-ciel semble être à quelques minutes. Tu te rapproches, mais il commence à s'estomper. Et il disparaît. Tu arrêtes la voiture et regardes autour de toi pour chercher ta récompense. Mais rien. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de ta faute. Il est physiquement impossible d'atteindre le bout d'un arc-en-ciel, car ce n'est pas quelque chose de physique ou de tangible. Les arcs-en-ciel sont des illusions d'optique formées grâce au super pouvoir des gouttes de pluie qui fonctionnent comme de minuscules prismes. Les gouttes de pluie reflètent la lumière du soleil à la fois à l'intérieur et dans ta direction lorsque tu les regardes. Les différentes longueurs d'onde de la lumière se réfractent à des angles distincts. C'est pourquoi la lumière blanche que le soleil envoie ressemble à tout un tas de couleurs arrivant dans un certain ordre. Pour que cette illusion d'optique naturelle fonctionne, il faut toutefois des conditions météorologiques précises. De plus, tu dois te trouver à une certaine distance, exactement au bon angle de 42 degrés par rapport aux rayons du soleil, avec le soleil dans ton dos et la pluie devant toi. Lorsque tu te diriges vers l'arc-en-ciel, il reste toujours à la même distance de toi, donc tu ne pourras jamais l'atteindre. De plus, l'angle sous lequel tu le regardes change et l'arc-en-ciel semble donc rétrécir par rapport au paysage. Et quand tu arrives à l'endroit où la pluie tombe, l'arc-en-ciel s'efface devant toi. Il a besoin d'une épaisse colonne de pluie pour refléter suffisamment de lumière, alors tu le verras à nouveau de loin. Deux personnes ne peuvent jamais voir le même arc-en-ciel car elles auront des perspectives différentes, à moins qu'elles ne regardent toutes les deux une photo de celui-ci. Si tu demandes à ton ami de se tenir sous un arc-en-ciel, plus tu te rapproches de lui, plus l'arc-en-ciel s'éloignera de toi. Ton ami verra un arc-en-ciel différent de son point de vue, à une certaine distance et toujours à un angle de 42 degrés. La bonne nouvelle, c'est que cela signifie qu'il pourrait y avoir un nombre infini d'arc-en-ciel dans le ciel dans les bonnes conditions. Ainsi, tu pourrais bel et bien te trouver au bout d'un arc-en-ciel que tu ne vois pas, mais ton ami pourrait le prendre en photo de loin. Il n'est pas non plus physiquement possible de passer au-dessus d'un arc-en-ciel. Il pourrait apparaître sur le côté d'un avion ou en dessous dans les bonnes conditions et sous le bon angle.
Mais les photos prises depuis le hublot d'un avion, montrant clairement des arcs-en-ciel d'en haut, sont le résultat d'une autre illusion d'optique, la biréfringence. Le plastique utilisé par le hublot a la propriété de diviser la lumière qui y pénètre en deux rayons distincts. Les rayons sont de couleurs différentes et se dispersent différemment. Lorsque la lumière sort du hublot, les deux rayons de lumière se croisent et créent l'effet de bande colorée. Si tu utilises un filtre polarisant sur ton appareil photo, l'effet est encore plus évident. L'eau sous l'avion a aussi cet effet polarisant. Ainsi, cela ressemble à un arc-en-ciel, mais ce n'en est pas un. Une autre raison pour laquelle tu ne pourras jamais atteindre l'extrémité ou le bas d'un arc-en-ciel est qu'il n'a pas réellement une forme d'arc, même s'il y ressemble. C'est en fait un cercle complet. Tu ne peux pas voir le reste du cercle parce que lorsque tu es debout sur le sol, tu ne peux voir que la lumière réfléchie par les gouttes de pluie au-dessus de l'horizon. La moitié inférieure est cachée de ta vue. La seule façon de voir un arc-en-ciel circulaire complet est de sauter dans un avion ou de grimper sur une très haute montagne afin d'élargir ton champ de vision. Les arcs-en-ciel n'apparaissent pas seulement pendant la journée. Un arc-en-ciel qui apparaît la nuit s'appelle un arc-en-ciel lunaire. C'est le résultat de la lumière réfléchie par la Lune qui frappe les gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Il a les mêmes couleurs mais semble plus terne. La Lune n'émet aucune lumière par elle-même et le clair de Lune est une lumière solaire réfléchie plus faiblement que celle du Soleil. C'est pourquoi un arc-en-ciel lunaire est officiellement un arc-en-ciel formé par la lumière du Soleil et l'eau. Tu peux en apercevoir un lorsque la Lune est pleine ou presque pleine, principalement dans les régions tropicales comme les Caraïbes et Hawaï. Là-bas, il y a souvent des averses tard dans la soirée. Les arcs de brume se forment lorsque la lumière est réfractée et réfléchie par le brouillard. Ils sont beaucoup plus faibles que les arcs-en-ciel ordinaires, car les gouttelettes d'eau du brouillard sont plus petites que les gouttes de pluie. Certains semblent même être principalement blancs, et quand tu en vois un dans les nuages, cela s'appelle un arc blanc. Si pour une raison quelconque, tu veux qu'un arc-en-ciel disparaisse de ta vue, il suffit d'enfiler une paire de lunettes polarisées. Tiens-les devant toi et tourne-les sur le côté. Et voilà, l'arc-en-ciel a disparu. Les arcs-en-ciel sont aussi polarisés, ce qui signifie que leurs ondes lumineuses vibrent dans une direction verticale, comme sur les lunettes de soleil. Les lunettes de soleil sont conçues de cette façon pour que tu ne vois pas les reflets et l'éblouissement provenant des étendues d'eau ou d'autres surfaces planes. Lorsque tu tournes les lunettes de soleil sur le côté, tu les rends polarisées horizontalement. Maintenant, tu ne peux plus voir les objets polarisés verticalement, et l'arc-en-ciel disparaît donc comme par magie. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, un arc-en-ciel ne se limite pas aux 7 couleurs que tu as apprises à l'école. Ce sont juste les couleurs du spectre visible. Le rouge a la longueur d'onde la plus longue, et le violet la plus courte. D'autres couleurs comme le rose, le marron, le corail et plein d'autres sont aussi présentes dans l'arc-en-ciel, qui en compte jusqu'à 1 million. Les autres teintes sont tout simplement invisibles pour l'œil humain. Les arcs-en-ciel rouges monochromes peuvent généralement être vus au lever et au coucher du soleil, lorsque le soleil est à l'horizon. Les longueurs d'onde plus courtes des nuances bleues et violettes sont dispersées à ce moment-là, si bien que tu ne peux distinguer que la couleur rouge. Lorsque la lumière est réfléchie 2 fois à l'intérieur des gouttelettes, tu peux voir un magnifique double arc-en-ciel. Le deuxième surplombe le principal plus lumineux et ses couleurs sont inversées. Le violet est la première couleur de l'arc-en-ciel et il se termine par un arc rouge. Lorsque la lumière est réfléchie 3 fois, tu peux apercevoir un arc-en-ciel triple. Tu dois faire face au soleil pour le voir, car le soleil en est le centre. Il est donc assez difficile de le voir en regardant droit dans le soleil. Et les couleurs ne sont pas aussi vives. Un arc-en-ciel quadruple est encore plus difficile à détecter, mais ils existent aussi naturellement. Les arcs-en-ciel surnuméraires sont exceptionnellement rares dans la nature et ne se produisent que lorsqu'il y a une différence dans les trajectoires des rayons et la taille des gouttes de pluie. Les couleurs les plus vives qu'ils contiennent sont généralement le rouge et le vert. Des scientifiques ont détecté un arc-en-ciel d'ordre 200 en laboratoire. Tu pourrais avoir un arc-en-ciel parfaitement circulaire autour de toi. Si tu fais de l'alpinisme, lorsque le soleil est bas et derrière toi, et que tu montes assez haut pour qu'il y ait de la brume en dessous de toi, tu peux assister à l'effet optique du spectre de Brocken. C'est ta propre ombre dans la brume, mais beaucoup plus grande qu'elle ne l'est réellement. La silhouette est entourée d'un anneau de lumière semblable à un halo. C'est un phénomène optique connu sous le nom de gloire, qui se produit d'ailleurs aussi quand tu vois ton avion se projeter sur les nuages en dessous de toi depuis ton siège côté hublot. Certains arcs-en-ciel sont à l'envers et prennent alors le nom d'arc circumzénital. Ils se produisent lorsque la lumière du soleil se réfracte à un certain angle à travers des cristaux de glace horizontaux qui se forment dans des nuages spéciaux.
Ils se produisent assez souvent tout au long de l'année, mais nous n'en voyons pas souvent car ils sont généralement cachés par les nuages en dessous. Si tu as vraiment de la chance, tu peux voir 2, 3 ou plus d'arcs-en-ciel dans le ciel en même temps. C'est un phénomène différent d'un arc-en-ciel double ou triple, car il se dresse alors fièrement comme des arcs séparés entourant un arc-en-ciel plus brillant et plus coloré. Les arcs-en-ciel se croisent parfois avec des tornades, si bien qu'ils n'annoncent pas toujours un ciel dégagé et un temps calme. Les taches de lumière aux couleurs de l'arc-en-ciel sur les côtés du Soleil s'appellent des parélies. Elles sont similaires aux arcs-en-ciel, mais beaucoup plus fréquentes. Elles sont également formées par l'humidité qui filtre la lumière du Soleil lorsqu'elle frappe des nuages de cristaux de glace. Les cristaux de glace deviennent des prismes. La plupart des parélies sont blanches, mais elles peuvent aussi être colorées, du rouge le plus proche du Soleil au bleu à l'extérieur. 80% de ce qui se trouve au fond des océans nous est encore caché à ce jour. La raison, c'est que l'océan recouvre 70% de la surface de la planète et que nous n'avons donc accès qu'à une petite parcelle de celle-ci. Nous pouvons voir clairement jusqu'à environ 5 km de profondeur dans l'océan. Il n'est par conséquent pas surprenant que nos découvertes les plus récentes en matière de faune et de flore proviennent de l'océan. Il nous reste encore beaucoup de choses à explorer. Par exemple, cette nouvelle espèce de requin appelée Squalus clarkae. Ou encore le plus long animal jamais découvert, une méduse de 47 mètres de long sur laquelle nous sommes tombés un peu plus tôt cette année en Australie. Quelque part dans les mers de l'Arctique et de l'Antarctique, un phénomène étrange a été constaté et a déconcerté tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'agit des fleurs de givre, mais ce ne sont pas du tout des plantes, simplement des cristaux de glace. Le givre pousse sur les longues tiges des plantes qui parviennent à percer la fine couche de glace à la surface de la mer. Mais les fleurs de givre ne sont pas seulement composées d'eau, elles contiennent toute une variété de micro-organismes, ce qui fait d'elles de petits écosystèmes temporaires. Et tu dois savoir que les volcans ne se trouvent pas uniquement sur la surface visible de la Terre. Les volcans sous-marins sont tout aussi perturbateurs pour la faune qui les entoure. Si les données que nous avons jusqu'à présent sont correctes, l'océan posséderait les volcans les plus actifs de la planète. La plupart se trouvant en moyenne à 2600 mètres sous la surface. Les maelstroms, qui sont des tourbillons puissants et parfois dangereux, sont encore aujourd'hui une source de cauchemar pour de nombreux marins. Ce qui distingue un maelstrom des autres tourbillons, c'est sa taille et sa puissance extraordinaire. Sa violence est telle qu'il peut mettre en difficulté même les plus gros navires. L'un des plus célèbres d'entre eux est le tourbillon de Naruto, et il se trouve près de l'île d'Awaji. Ces marées montent et descendent à une vitesse comprise entre 13 et 19 km/h 2 fois par jour, ce qui en fait l'un des plus rapides au monde. Le naufrage du Titanic est l'événement historique qui a rendu les icebergs célèbres, n'est-ce pas? Eh bien, parfois, ces icebergs ont même des rayures colorées. Elles peuvent être brunes, noires, vertes, jaunes et bleues. Évidemment, on dit alors que ce sont des icebergs rayés, et leurs couleurs ont pour origine divers phénomènes naturels. Les rayures bleues, par exemple, apparaissent lorsque la glace fond et regèle très rapidement. S'il y a des rayures vertes sur l'iceberg, cela signifie probablement qu'il y a des algues quelque part à l'intérieur. Les couleurs plus terreuses, comme le brun, le jaune ou le noir, sont présentes pour d'autres raisons. Par exemple, les sédiments que l'eau de mer amasse, puis qui gèlent. En mars 2019, des scientifiques sont tombés sur l'un des phénomènes les plus déconcertants jamais observés dans la mer. Pendant l'exploration d'un volcan sous-marin, ils ont remarqué ce qui ressemblait à un petit lac, et qui était à l'envers. Il se trouvait à au moins 1980 mètres sous la surface. Si tu te dis que ça n'a aucun sens, tu as raison. Ce n'est en fait pas réel. Il s'avère que ce n'était rien de plus qu'une illusion d'optique, produite par le fluide contenu dans ces bassins. Ce fluide peut atteindre une température de 160 degrés et il est composé de substances chimiques très nocives, du soufre et des métaux par exemple, ce qui rend l'illusion possible. La plus grande chute d'eau du monde est elle aussi cachée sous l'eau. Elle se trouve sous le détroit du Danemark, dans une zone située entre l'Islande et le Groenland. S'il te poussait soudain des branchies de poissons et que tu plongeais sans problème pour respirer sous l'eau, tu pourrais admirer une série de cascades qui commencent à 610 mètres sous la surface et descendent jusqu'à une profondeur de 3050 mètres. En 2011, des chasseurs de trésors suédois ont découvert au fond de la mer Baltique un objet qu'ils ont décrit comme étrange et mystérieux. Il est de forme ovale avec une structure en escalier très surprenante.
Le chef de l'équipe, ayant fait la découverte, a même affirmé qu'il avait dû être construit il y a des dizaines de milliers d'années, avant même l'ère glaciaire, et qu'il aurait fait partie de la mythique cité sous-marine de l'Atlantide. Les experts qui ont analysé l'objet pensent, quant à eux, qu'il s'agit d'un dépôt glaciaire ordinaire ou d'une autre formation naturelle, mais ils n'en sont toujours pas certains. La mer Noire n'est pas nommée ainsi par hasard. Située à l'extrême sud-est de l'Europe, elle dégage même une espèce de fumée, mais il s'agit là en réalité de vapeur s'élevant au-dessus de la mer. Cela se produit à cause de l'humidité. Elle neutralise les vents plus frais qui soufflent à la surface de l'eau, créant ce phénomène si particulier. Si tu regardes un jour la surface de l'océan pendant le coucher et le lever du soleil, tu auras peut-être la chance de voir des éclairs verts. Mais tu devras bien prêter attention car cela ne dure que quelques secondes. Ils se produisent à cause de l'effet prismatique naturel de l'atmosphère de la Terre. Au moment du coucher et du lever du soleil, la lumière qui vient de notre astre est dérivée en plusieurs couleurs. Et ce phénomène donne l'impression que c'est l'eau qui émet un flash vert. Les marées rouges se produisent très souvent, et même s'il n'y a pas lieu de paniquer lorsque tu en vois une, tu dois quand même faire attention. Le terme technique pour ce phénomène est efflorescence algale. Il se produit lorsqu'il y a une croissance ou une floraison rapide des algues dans les eaux de l'océan. À cause des substances chimiques que ces algues contiennent, cela peut être un problème pour les oiseaux et les mammifères, y compris les humains. Alors ne sois pas si pressé de sauter à l'eau si jamais tu vois cela. Les pieuvres et les calamars possèdent une particularité qui les distingue des autres créatures marines. Ils ont 3 cœurs. La Saint-Valentin est un jour très spécial pour eux. Cela ne les rend pas forcément plus romantiques, mais ils ont besoin de ces 3 cœurs pour vivre normalement. Ils ont d'abord un cœur principal qui permet la circulation du sang dans tout leur corps, et puis 2 cœurs branchiaux responsables de la circulation au niveau des branchies. Avec ces 3 cœurs et ces 8 bras, lorsque la pieuvre te fera un câlin, tu sauras qu'elle est très sincère. D'après une étude publiée en 2013, les dauphins utiliseraient des noms pour s'appeler entre eux, en particulier les grands dauphins. Ils usent, comme les humains avec les prénoms, des sifflements particuliers. Non seulement ils apprennent à siffler de manière à se présenter aux autres dauphins, mais ils peuvent aussi apprendre le nom de leurs congénères, ce qui leur permet de mieux communiquer entre eux. Dans les profondeurs de l'océan Pacifique, il y a une étrange baleine chanteuse. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à percer son mystère. Ils l'appellent la baleine la plus solitaire, car elle émet des sons à une hauteur bien plus élevée que toutes les autres baleines bleues qu'ils aient pu étudier. Mais personne ne l'a jamais vue. Les chercheurs pensent que sa façon de chanter, si étrange, l'empêche peut-être de trouver un partenaire. Oh. Les baleines bleues possèdent elles aussi une particularité. Leur cœur fait plus d'1,50 m de long. Il fait aussi environ 1,20 m de large et peut peser plus de 180 kg. Pour comparaison, ton cœur fait à peu près la taille de ton poing. Il est donc bien plus petit. Nous sommes déjà plutôt intimidés par les créatures marines. Mais imagine ça, ils poussent aux requins des milliers de dents. Et pas seulement 1 ou 2 milliers, ils leur poussent jusqu'à 30 000 dents au cours de leur vie pour être précis. Oui, leurs dentistes doivent avoir de belles voitures. On en apprend tous les jours. Les scientifiques n'ont pas encore identifié de créatures sur Terre capables de vivre éternellement. Mais il semble que cela soit sur le point de changer. Une minuscule méduse, encore plus petite que l'ongle de ton petit doigt, semble être l'incarnation vivante de Benjamin Button. En effet, elle aurait la capacité de revenir à un stade de développement antérieur dès qu'elle se trouve en danger ou quand elle est extrêmement affamée et à court de nourriture. Pas étonnant qu'on la surnomme la méduse immortelle. Nous connaissons cette espèce depuis des centaines d'années, mais il nous a fallu attendre les années 1990 pour découvrir ses caractéristiques si uniques. Nous ne savons pas encore comment elle est capable de produire des cellules qui régressent et se régénèrent, mais il se pourrait bien qu'elle détienne un secret susceptible de contribuer au progrès de la médecine, tant pour les animaux que pour les humains. Hé, tu as déjà assisté à un arc-en-ciel de feu? Ouais, moi non plus. Et un arc circum-horizontal. Je ne pense pas, mais juste pour que tu saches, c'est la même chose. À première vue, ça ressemble à un tableau, ou à une grande trace dans le ciel aux couleurs de l'arc-en-ciel. Malgré leur nom, ils n'ont rien en commun avec le feu ou la pluie. Ce phénomène se produit en de rares occasions lorsque le soleil brille à travers une certaine formation de nuages chargés de glace. Les halos aux couleurs de l'arc-en-ciel sont tout aussi uniques.
Là encore, un type spécifique de cristaux de glace doit être présent dans les nuages pour que la surface de la Terre courbe la lumière du Soleil en un anneau parfait. La même chose peut se produire avec la lumière de la Lune. La seule différence étant que les halos lunaires sont généralement blancs et que les halos solaires peuvent être aux couleurs de l'arc-en-ciel. Lorsque tu visites des régions de haute altitude, tu peux être l'un des rares chanceux à apercevoir des pénitents de neige. Il s'agit en fait de pics de glace constitués naturellement. Pour qu'ils se forment, il faut un environnement vraiment froid, en hauteur et où l'air soit sec. La lumière du soleil transforme directement la glace en vapeur plutôt que de la faire fondre en eau. Et c'est pourquoi ces lames de neige et de glace commencent à apparaître à la surface de la Terre. Aussi gracieuses qu'elles puissent être, elles peuvent finir par atteindre une hauteur de près de 5 mètres. Que se passe-t-il lorsque de petites gouttelettes de lave rencontrent le vent? Eh bien, ce sont les cheveux de Pelée. Laisse-moi t'expliquer. Le mot Pelée vient de l'ancienne déesse hawaïenne des volcans. Chaque fois que le vent emporte de petites gouttes de lave, il les étire pour former des brins semblables à des cheveux, un peu comme dans le processus de création d'un fil de verre. Ces brins délicats peuvent s'étirer jusqu'à 2 mètres. En de rares occasions, il peut pleuvoir sans aucun nuage. Mais est-ce vraiment de la pluie? Examinons les aspects scientifiques de ce phénomène rare. On l'appelle parfois une averse de soleil car on a l'impression que la pluie tombe tout droit de notre astre. Mais soyons clairs, il est impossible que de la pluie tombe directement du soleil. Les nuages de pluie se trouvent à une certaine distance de l'endroit où il pleut. Lorsque les rayons du soleil sont orientés d'une certaine façon, les nuages se retrouvent hors de vue. Ajoute un peu de vent pour souffler la pluie dans ta direction et abracadabra, on obtient des averses en plein soleil. En Bolivie se trouve un endroit appelé le Salar d'Uyuni. C'est le plus grand désert de sel au monde, mesurant environ 10 580 km². C'est également là que se trouve la moitié du lithium de la planète, un élément crucial dans la fabrication des batteries. Mais qu'y a-t-il d'autre de si spécial dans cet endroit? Chaque fois que la saison des pluies arrive, elle transforme cette étendue de terre plate en un lac miroir parfaitement réfléchissant. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends parler de cascade de sang? Un film d'horreur? Mouah! Eh bien, il s'agit tout simplement d'une série de chutes d'eau situées dans l'une des régions les plus sèches de l'Antarctique. Elles émergent d'un lac souterrain rempli d'un certain type de bactéries. Ces petits organismes utilisent des sulfates comme nutriments au lieu de sucre, ce qui les rend fascinants pour les scientifiques. L'eau contenue dans ce lac est tellement saturée de fer qu'elle rouille tout simplement au contact de l'air, d'où la couleur rougeâtre de la cascade qui lui vaut son nom. Ok, nous connaissons tous la chanson Rose du désert de Sting, mais elle n'est pas totalement imaginaire. Il existe bel et bien une chose appelée la rose des sables. Il ne s'agit pas d'une plante, mais d'une formation unique de gypse. Elle se développe dans des endroits secs et sablonneux qui peuvent être occasionnellement inondés. Ce passage constant entre un environnement humide et sec permet aux cristaux de gypse d'émerger entre les grains de sable, les emprisonnant dans une forme de rose. Tu as déjà entendu parler de l'œil de l'Afrique? Les scientifiques essaient toujours de comprendre comment il s'est formé. Tu ne peux le voir que si tu le survoles, mais il s'agit en fait d'un dôme naturel. La structure de Richat, formée il y a environ 100 millions d'années. Et non, je n'étais pas là à l'époque. Elle a un diamètre approximatif de 40 km et se compose de plusieurs anneaux concentriques. Le plus grand, ou la zone centrale, mesure environ 30 km de diamètre. Les astronautes ont été parmi les premières personnes à le remarquer, et elle a été abondamment étudiée depuis. Aujourd'hui encore, lorsque les astronautes atterrissent en Floride, ils savent qu'ils sont presque chez eux lorsqu'ils aperçoivent l'œil de l'Afrique. L'un des arbres les plus joliment colorés du monde se trouve aux Philippines et en Indonésie. On l'appelle l'eucalyptus arc-en-ciel. Il doit son nom à son écorce qui change de couleur et se détache au fur et à mesure que l'arbre vieillit. L'écorce vert vif est la plus jeune car elle regorge de chlorophylle que l'on trouve habituellement dans les feuilles. Elle passe ensuite au violet puis à la couleur rouge. Enfin, elle devient brune à mesure qu'elle grandit et perd sa chlorophylle. Ne te fais pas d'illusions en pensant qu'il y a là une forêt tout entière. Il s'agit en fait d'un seul arbre. Et non, ce n'est pas non plus une sorte d'illusion d'optique. Laisse-moi t'expliquer. Sous la Terre, il existe un réseau complexe de racines qui relie environ 47 000 formes d'arbres qui émergent du sol. On l'appelle le peuplier faux-tremble. Certains de ces arbres font partie des organismes les plus anciens et les plus grands du monde. Voilà une bonne destination pour tous les voyageurs. Enfin, peut-être pas si bonne que ça en fait.
La zone la plus fréquemment touchée par la foudre au monde, selon des données récentes publiées par la NASA, est le lac Maracaibo au Venezuela. Sur tous les jours de l'année, 300 en moyenne présentent des orages à cet endroit. Mais qu'est-ce qui rend cette région si unique au point que des orages s'y produisent aussi souvent? Eh bien, c'est parce que c'est là que l'air frais des montagnes rencontre la brise chaude et humide du lac, ce qui génère de l'électricité au-dessus de lui. Les chutes de la Flamme éternelle se trouvent dans le nord de l'État de New York, près de la frontière canadienne. Dans cette région, il y a une minuscule chute d'eau qui abrite un grand secret, une gerbe de feu d'environ 20 cm de haut. Il se trouve qu'un suintement de gaz naturel alimente la flamme derrière cette cascade. La chute d'eau, pour sa part, fournit une couverture suffisante pour qu'elle reste allumée à peu près tout le temps. Les randonneurs aiment bien la rallumer s'ils voient qu'elle s'est éteinte. Ce phénomène est assez courant, mais cet exemple-ci a gagné en popularité car il est plus récent que la plupart. Et il est très beau sur les photos, soyons honnêtes. J'ai entendu parler de sable jaune, de sable blanc et même de sable noir ici et là, mais je n'avais jamais entendu parler de plages vertes jusqu'à maintenant. Papacoela, également connu sous le nom de Green Sand Beach, est situé à Hawaï et c'est l'une des rares plages au monde à présenter du sable vert. Cette coloration unique provient de la roche olivine qui s'est formée lors de l'éruption d'un volcan voisin. Et à vrai dire, à Hawaï, ce ne sont pas les volcans qui manquent. Oublie les sables verts car certaines autres plages du monde peuvent même briller la nuit, et c'est complètement naturel. Le responsable, une petite chose appelée le phytoplancton, ou microalgues comme on les appelle parfois. Ce sont en fait de petites plantes qui contiennent de la chlorophylle et ont besoin de la lumière du soleil pour vivre et se développer. La plupart des sortes de phytoplancton sont capables de flotter dans la partie supérieure de l'océan, où la lumière du soleil peut encore les atteindre sous l'eau. Lorsque le phytoplancton est agité par le mouvement des vagues et des courants, il émet de la lumière, ce qui donne l'impression que certains brillent pendant la nuit. On trouve ces micro-organismes particuliers sur les plages de nombreux endroits du monde, comme les Maldives, Porto Rico et les Everglades. Au pied d'une montagne située à proximité d'Afton, dans le Wyoming, se trouve une petite rivière appelée Source intermittente. Il n'en existe que quelques-unes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend ce petit filet d'eau si mystérieux? Peut-être le fait qu'il commence et s'arrête toutes les quelques minutes. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé la raison précise de ce phénomène. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'un effet de siphon qui se produit dans les profondeurs du sol et qui fait que la rivière commence et s'arrête fréquemment. Si tu as envie d'y jeter un coup d'œil, assure-toi de le faire à la fin de l'été, car c'est à ce moment-là que la source intermittente est la plus active. Enfin, pour le coup, ce n'est qu'une façon de parler. Les gens arrêtent leur voiture en plein milieu de l'autoroute et en sortent fascinés, les yeux rivés au ciel. Dans les villes, la foule se presse dans la rue. Les balcons et les toits des maisons sont pleins de gens qui fixent la lune, ébahis. Elle est rouge. Certains crient que c'est la fin du monde. D'autres cherchent à s'abriter. Effectivement, notre lune au blanc perpétuel semble avoir été aspergée de peinture rouge. Aucune raison d'avoir peur si tu assistes à un tel spectacle. Au contraire, profites-en. Un phénomène astronomique rare se déroule sous tes yeux. Il s'agit d'une éclipse totale de lune. Voici le Soleil, l'étoile située au cœur de notre système solaire. Et voilà Mercure, Vénus et enfin la Terre et la Lune. La Terre met 365 jours pour parcourir la totalité de son trajet orbital autour de l'étoile centrale. Dans le même temps, la Lune orbite autour de la Terre et en effectue le tour complet en 27 jours. La Terre crée une zone d'ombre qui traverse parfois la Lune. Cette ombre a une forme conique qui devient progressivement plus étroite. L'astre lunaire se trouve à une distance de 384 000 km de notre planète, soit 9 fois la longueur de l'équateur. À cette distance, la surface de l'ombre est environ 2,6 fois plus large que la Lune. Une fois dans cette zone, la lumière directe du Soleil ne peut donc pas l'atteindre. Dans ce cas, elle aurait dû disparaître dans l'obscurité. Pourtant, elle est visible et devenue rouge. Cela se produit car les rayons du Soleil traversent l'atmosphère terrestre. Quand les conditions sont réunies et qu'ils se dispersent, une grande partie de la lumière bleue s'évanouit. Les rayons rouges et oranges, quant à eux, continuent leur chemin et atteignent la surface de la Lune. Voilà, tu es le témoin d'un phénomène appelé la lune de sang. D'ailleurs, cette courbure de la lumière se produit au coucher et au lever du Soleil. L'atmosphère diffracte la lumière bleue et le ciel apparaît rouge-orangé. Si tu te tenais à la surface de la Lune pendant une éclipse lunaire totale, la Terre se trouverait exactement entre toi et le Soleil. Tu pourrais alors observer une éclipse solaire. La surface de la Terre deviendrait entièrement sombre pour toi.
Tout ce que tu verrais serait la couronne du Soleil qui illuminerait les bords de la planète. Quand on regarde la Terre depuis la Lune, elle a presque la même taille que la Lune observée depuis la Terre. Une éclipse de Lune aussi rouge est rare, car plusieurs facteurs doivent coïncider. L'un d'eux est que la Lune doit être pleine. En général, on peut voir 2 éclipses totales de Lune par an. En 2038, tu pourras voir 4 éclipses de ce type. Et l'éclipse elle-même peut durer jusqu'à 108 minutes. Mais cela reste exceptionnel. La dernière fois qu'une lune de sang aussi longue a été observée, c'était en 2000. Il y a longtemps, les populations n'avaient pas la même connaissance de notre satellite, et la vue d'une lune rouge pouvait paraître effrayante. On avait tendance à l'interpréter comme un signe négatif et un présage de mauvais augure. Ceux qui connaissaient le calendrier des éclipses pouvaient en tirer profit. Par exemple, Christophe Colomb avait un almanach astronomique et savait quand aurait lieu la prochaine éclipse de lune. Il a volontairement terrifié les habitants des îles Caraïbes lorsqu'il a soi-disant prédit la lune rouge. La Lune a réellement été une boule de lave rouge par le passé. On fait référence ici à un passé lointain, il y a 4,5 milliards d'années. Voici notre système solaire. C'est plein de poussière et d'astéroïdes qui se heurtent constamment les uns aux autres comme dans une sorte de grand billard spatial. Voici la Terre. Elle commence tout juste à se refroidir après les impacts constants d'astéroïdes et de comètes. C'est alors que Theia apparaît à l'horizon. Une planète de la taille de Mars. Elle avait une orbite chaotique et s'approchait de la Terre en spirale. Une collision était inévitable. Et à un moment donné, l'un des plus grands crashs de notre système solaire a eu lieu. Theia a frappé la Terre de plein fouet, arrachant une partie de la croûte terrestre qui s'est retrouvée projetée dans l'espace. La Terre, à son tour, a absorbé une partie de la planète qui l'a percutée. Les débris de la collision ont tourné autour de la Terre pendant un long moment. Ils formaient une sorte d'anneau, similaire à ceux de Saturne. Les débris en orbite se sont heurtés et empilés autour d'un centre de gravité commun. C'est ainsi que la Terre a eu sa Lune. Il y a une théorie qui dit que cette collision a participé à la naissance de la vie sur notre planète. Theia a frappé la Terre à un angle parfait. Si la collision avait été frontale, les 2 planètes auraient probablement été détruites dans une gigantesque explosion. Si l'impact avait été latéral, il n'y aurait pas eu assez de débris dans l'orbite de la Terre pour former la Lune. Mais nous avons eu le ticket gagnant. La Lune a stabilisé la rotation de la Terre. La collision a brisé la croûte solide de la planète et a permis aux océans de se former. Tu vois où on veut en venir ? L'eau est à la base de la vie. Lorsque les noyaux de la Terre et de Theia ont fusionné, provoquant la création d'une puissante magnétosphère qui protège tous les organismes vivants des radiations solaires. La Lune, avec le Soleil, contrôle les marées. La gravité lunaire semble attirer à elle l'eau de la surface terrestre, tout comme le Soleil. Autrement dit, si la Terre était une boule d'eau, il y aurait 2 montagnes, une du côté de la Lune et une du côté du Soleil. Et comme la Lune se déplace autour de la Terre, cette montagne d'eau se déplace de la même façon. Si tu te trouves en pleine mer avec un mètre, tu verras que la Lune exerce une force d'attraction qui l'élève de 10 à 15 cm. La Lune est liée à la Terre par la force gravitationnelle. C'est la raison pour laquelle elle ne nous montre qu'un seul côté, comme Mercure et le Soleil. Mais la Lune n'est pas pour autant dans un état stationnaire. Elle s'éloigne d'ailleurs progressivement de notre planète d'environ 4 cm par an. Lentement mais sûrement, dans plus ou moins 600 millions d'années, elle aura tellement rétréci dans notre ciel que nous ne pourrons plus voir les éclipses de Lune. Tu vois ce cratère ? C'est Tycho. Il est visible pendant la pleine lune à cause de ses rayons brillants qui s'étendent sur des milliers de kilomètres depuis son épicentre. C'est le plus jeune cratère sur la Lune. Les scientifiques disent qu'il est apparu là suite à l'impact d'une météorite il y a environ 109 millions d'années. À cette époque, les dinosaures, qui arpentaient encore la surface de notre planète, ont peut-être aperçu l'impact. Celui-ci a très probablement été accompagné d'une grande explosion comme une salve dans le ciel nocturne. L'humanité adore explorer la Lune. Nous avons mené un paquet de missions là-haut. Au total, 12 personnes ont posé le pied sur la Lune. La force gravitationnelle y est 6 fois moins importante que sur la Terre. Si un individu sur notre planète pèse environ 80 kg, sur la surface de la Lune, la balance n'affichera que 13 kg, soit le poids d'un chien moyen. C'est pourquoi les astronautes bougeaient, sautaient et tombaient de façon si étrange sur la Lune. Si tu t'y trouvais, ta force serait multipliée par 6. Ici, sur Terre, une personne peut soulever en moyenne une charge de 60 kg. Mais sur la Lune, tu pourrais soulever une grosse moto, ou un grizzly. La surface de la Lune est couverte de régolithes.
Il s'agit de la poussière lunaire qui recouvre le sol ferme. Cette poussière conserve très bien les empreintes de pas. La plus célèbre de ces empreintes, qui a donné lieu à de nombreuses théories farfelues, est celle-ci. Voici l'empreinte et voici la chaussure qu'il a laissée. Mais la chaussure est complètement plate. L'explication est simple. Les astronautes portaient des bottes supplémentaires pour marcher sur la surface lunaire. Elles ont exactement le type de semelle qui a laissé ces marques. En plus des empreintes de pas, nous avons laissé plein d'objets sur la Lune. Parmi eux, plusieurs rovers lunaires, mais aussi une balle de golf, des drapeaux et des déchets humains. Il y a aussi beaucoup de satellites brisés et de pièces de fusée. En tout, il y a environ 187 000 kilos d'objets fabriqués par les humains. C'est le poids de 3 avions de ligne, ou 31 éléphants adultes. À l'avenir, nous prévoyons de reprendre les missions vers la Lune. De nouveaux alunisseurs exploreront la surface de notre satellite pour y trouver des ressources naturelles. C'est aussi un endroit idéal pour tester de nouveaux rovers. Nous allons même construire une structure similaire à la Station spatiale internationale en orbite de la Lune, la Lunar Orbital Platform Gateway. Ce sera une plateforme très pratique pour explorer la Lune et lancer des engins spatiaux dans l'espace lointain. Si tu pars d'ici, le vaisseau spatial n'aura pas besoin de dépenser la quasi-totalité de son carburant pour surmonter la force de gravité terrestre. Une station de ce type permettrait donc d'économiser du carburant et de l'argent. Les scientifiques espèrent que nous serons en mesure d'extraire de l'eau de la surface de la Lune. Il a en effet été démontré que de la glace s'y trouvait, notamment au fond des cratères que la lumière du soleil ne peut atteindre. Peut-être y enverrons-nous un rover capable de forer à quelques mètres de la surface pour y chercher de l'eau. L'humanité a déjà la technologie pour construire une véritable colonie lunaire. Jusqu'à 3 jours de voyage seraient nécessaires pour y aller. Il faudrait d'abord apporter suffisamment de panneaux solaires et de matériaux de construction sur la Lune. Celle-ci ne possédant pas d'atmosphère propre, ses habitants potentiels seraient donc démunis face aux radiations solaires. Cela implique la construction de maisons en sous-sol pour les protéger. Les imprimantes 3D modernes permettront de faciliter et d'accélérer la construction. Cependant, les réserves de nourriture et d'eau ne peuvent être maintenues que par un approvisionnement constant depuis la Terre. Il en va de même pour l'oxygène. Chaque lancement de fusée coûtant des millions de dollars, la colonisation de la Lune reste pour l'instant en question. La Lune pourrait aussi bien devenir un objet de tourisme spatial. Imagine, un vaisseau décolle de la Terre. 3 jours de voyage et tu es en orbite autour de la Lune. Le module lunaire se désarime et tu atterris à la surface. Tu montes sur un rover, tu explores les cratères, puis tu retournes sur le module d'atterrissage. Les moteurs démarrent et l'atterrisseur te remet en orbite. Tu t'amarres au vaisseau et retournes sur Terre. Ça promet d'être un super programme pour une semaine de vacances. Dans la situation malheureuse où tu devrais fuir face à un animal dangereux, le pire des scénarios serait de ne pas le voir à temps. Jetons un coup d'œil à quelques-uns de ces prédateurs à l'esprit perçant qui sont passés maîtres dans l'art du camouflage. Tu sais quel est un des anagrammes de perçant ? Que dis-tu de serpent ? Ok, ce n'est pas exactement un anagramme, mais les serpents ont une perspicacité véritablement sidérante quand il s'agit de te mordre, avant même que tu saches qu'il y en a un à proximité. Et nous mordre, ils adorent. On estime que 4,5 millions de personnes sont mordues par ces reptiles chaque année. Malheureusement pour les humains, le serpent ayant le plus haut rendement en venin, c'est-à-dire la quantité de venin contenue dans les glandes à venin à un moment donné, est aussi un expert en discrétion. Voici la vipère du Gabon. Non, ne t'approche pas trop près. Cette espèce de serpent se trouve dans les forêts subtropicales et les savanes de l'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée, au Libéria, en Sierra Leone et au Togo. Elle atteint généralement une longueur d'environ 1 à 2 mètres et peut peser de 9 à 11 kilos, ce qui en fait l'une des vipères les plus grandes et les plus lourdes du monde. Et sans vouloir forcer le trait, cette espèce possède aussi les plus grands crocs de tous les serpents venimeux. Ils mesurent au moins 5 cm de long et se replient contre le palais du serpent lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Si tu n'es pas encore terrifié par cette créature, c'est peut-être le moment de te dire qu'elle a des écailles agrandies sur son nez qui ressemble à une paire de cornes, parfait pour compléter sa large tête triangulaire et ses pupilles à fente verticale. En tant qu'animal qui pratique l'embuscade, cette créature aime tirer parti de ses écailles marbrées d'un gris brunâtre. Le Bitis gabonica, de son appellation scientifique, est une chasseuse nocturne qui peut rester parfaitement immobile sous les feuilles et les plantes des sols de forêt et attendre patiemment que sa proie passe avant de frapper. Ce serpent est carnivore. Son régime alimentaire comprend principalement des rongeurs, des oiseaux, des grenouilles et des lézards. Son aptitude à la chasse est grandement due à sa capacité à se fondre dans son environnement. Cela rend même la vipère capable de tuer des animaux plus gros comme les mangoustes et les lièvres.
Inutile de préciser que si tu réussis à repérer une vipère du Gabon en te promenant en Afrique de l'Ouest, il n'y a que 2 choses auxquelles tu dois penser. Premièrement, ne la caresse pas. D'ailleurs, le mieux à faire est de prendre immédiatement la fuite. Bien que plutôt lents et de nature léthargique, ces serpents ont l'une des morsures les plus rapides qui soient. Leur tête peut se déplacer entre 280 et 320 km/h pendant une attaque. Et deuxièmement, tu devrais peut-être demander à quelqu'un de marcher devant toi, juste au cas où. Heureusement, les morsures de ces créatures sont très rares, car la vipère du Gabon est beaucoup plus paisible que d'autres serpents dangereux, comme la vipère piquante ou le mamba noir. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas être prudent. Lorsque des morsures se produisent, c'est souvent lorsqu'un pied humain marche accidentellement sur la créature. Car, comme nous le savons maintenant, elles ne sont pas toujours faciles à remarquer. Pour les malchanceux qui se font mordre, la blessure est vraiment sérieuse. Le venin de la vipère du Gabon est extrêmement dangereux s'il n'est pas contré par un antidote dans les 2 à 4 heures. Bon, ce n'est pas un scoop que beaucoup de serpents utilisent l'art du camouflage à leur avantage, étant donné qu'ils sont près du sol et pas spécialement larges ni grands. Mais pourquoi ne pas nous intéresser à une créature plus grande et que tu imagines sans doute n'avoir aucun mal à repérer? Prenons par exemple un léopard. On trouve des léopards dans de nombreuses régions du monde, comme en Afrique, dans certaines parties du Moyen-Orient, en Asie, notamment en Chine, mais aussi en Inde ou encore dans l'est de la Russie. En moyenne, ils peuvent peser entre 50 et 90 kg et mesurer jusqu'à 2 mètres, sans compter leur queue d'1 mètre. Généralement de couleur jaune sur le dessus et blanche sur le dessous, les léopards ont des taches sombres disposées en rosette sur tout leur corps. Les différents motifs de ces taches ont confirmé l'existence de plusieurs races de léopards. Les léopards noirs sont parfaitement équipés pour traquer d'autres animaux pendant la nuit en se cachant dans l'ombre, grâce à leur pelage tout à fait sombre. Et si tu penses que le pelage tacheté des autres léopards les rend assez faciles à remarquer, ce n'est pas le cas. Dans les environnements où il y a beaucoup de taches claires et sombres de différentes tailles et nuances, il est utile d'avoir de nombreuses taches ou rayures. Il suffit de penser aux zones tachetées de soleil de la brousse africaine et à la façon dont l'animal peut les utiliser à son avantage. Et comme si cela ne suffisait pas pour se comporter de manière furtive, les léopards savent aussi très bien grimper aux arbres. En d'autres termes, ils peuvent aussi te traquer d'en haut. Quels sont les animaux qui se font piéger par les capacités de camouflage du léopard? Eh bien, tout ce qu'il peut dominer, des petits rongeurs aux grandes antilopes. Mais les léopards chassent généralement des proies de petite et moyenne taille, comme les biches et les antilopes. Heureusement, de toutes les espèces de grands félins que tu peux rencontrer lors d'un safari en Afrique, les léopards sont considérés comme les moins susceptibles d'attaquer un humain. La plupart des cas de rencontres dangereuses entre les léopards et les humains se produisent lorsque l'animal est affaibli et incapable de chasser. Dans ce cas, tout est bon à prendre. Même si ces rencontres sont rares, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas garder les yeux grands ouverts étant donné leur capacité à se cacher, surtout si tu te trouves sur leur territoire. Au fait, inutile d'essayer de fuir cet animal, qui peut atteindre une vitesse de 56 km/h. Il est intéressant de noter que cette vitesse est en fait plus lente que la vitesse maximale de la plupart des animaux qu'il chasse, ce qui témoigne encore une fois de la capacité du léopard à se cacher pour les surprendre. Il y a beaucoup d'environnements dans lesquels le pelage du léopard est à son avantage du point de vue du camouflage. Mais sais-tu dans quel cas il pourrait ne pas être très efficace? Que penses-tu de l'Arctique? Là-bas, il se peut que tu ne remarques pas une certaine paire d'yeux, de nez et de coussinets qui viennent vers toi, parce que le reste du corps de son propriétaire se fond parfaitement dans l'environnement. Le propriétaire en question est l'ours polaire. S'il peut si bien se camoufler dans son environnement, c'est parce qu'il peut se faire passer pour une congère. Mais ce qui est surprenant, c'est que le pelage de l'animal n'est même pas blanc. La fourrure de l'ours polaire est jaune et sa peau est noire. Les ours polaires utilisent leur camouflage à leur avantage, non seulement pour la chasse, mais aussi pour leur propre protection. Ce qui est assez étrange quand on sait que les ours polaires sont les plus grandes espèces d'ours et de carnivores terrestres du monde. Ils peuvent peser jusqu'à 600 kg et mesurer jusqu'à 1,50 m à 4 pattes, soit près de 3 mètres debout. Bien qu'il soit difficile à repérer à cause de sa fourrure, c'est l'art de la patience que l'ours polaire préfère utiliser pour chercher sa nourriture. Une méthode de chasse courante consiste à rester parfaitement immobile près du trou de respiration d'un phoque. Et pas seulement pendant des heures, mais pendant des jours. Parfois, cette patience ne paye pas. Et même lorsqu'un phoque remonte pour respirer, son corps glissant fait qu'en moyenne, les ours polaires n'attrapent qu'un phoque sur 5. Les ours polaires sont de très bons nageurs et peuvent aussi chasser dans l'eau. Ils peuvent atteindre une vitesse de 10 km/h en pagayant avec leurs pattes avant et en tenant leurs pattes arrière à plat comme un gouvernail.
Leurs pattes sont légèrement palmées pour les aider à nager. Ils sont généralement capables de retenir leur souffle sous l'eau pendant 30 secondes. Heureusement, les interactions entre les ours polaires et les humains sont très rares. Entre 1870 et 2014, il n'y a eu que 73 rencontres dangereuses documentées entre les deux espèces. Comme pour les léopards et les vipères du Gabon, il faudrait vraiment chercher l'ours. Le problème, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il te trouve en premier si tu t'amuses à le faire. Parfois, les créatures n'utilisent même pas l'art du camouflage. Elles sont simplement si petites que tu ne peux pas les voir. C'est le cas d'une espèce de méduse connue sous le nom de Malokingi. Cette créature ne dépasse généralement pas la taille de 3 cm, soit l'équivalent d'un ongle de pouce humain. Imagine que tu te trouves sous l'océan et que tu essayes de repérer quelque chose d'aussi petit. La Malokingi a 4 tentacules entourés de tissus qui ressemblent à un halo. Tu peux trouver cette méduse principalement dans les eaux australiennes. Cette créature est surnommée Robert King à cause d'une rencontre malheureuse avec un touriste américain du même nom qui visitait l'Australie, s'est baigné et a succombé à sa piqûre. Tu penses peut-être que les méduses flottent sans but dans l'océan toute la journée, mais la plupart d'entre elles sont en fait des chasseuses actives, et la Malokingi ne fait pas exception. Cette créature a même des yeux équipés de lentilles, de cornées et de rétines. Ils lui permettent de voir des images réelles plutôt que de simplement faire la différence entre les zones claires et sombres. Malgré sa petite taille, la Malokingi est extrêmement venimeuse, comme l'a découvert le pauvre Monsieur King. À son contact, elle projette un venin dans le sang des autres animaux grâce à ses cellules urticantes en forme de fléchettes situées à l'intérieur des tentacules. Heureusement, elle ne cherche pas à interagir avec les gens. Toutefois, on estime que 150 millions de personnes se font piquer par toutes sortes de méduses chaque année. Il est donc toujours préférable d'être sur le qui-vive quand tu es sous l'eau. La Lune, notre fidèle ami. Notre seul compagnon dans ce grand espace sombre et froid. Ce n'est pas surprenant que tous les événements qui lui sont associés, comme les éclipses solaires ou lunaires, nous passionnent. Mais qu'en est-il de la Lune noire, la Lune bleue, la super Lune ? En as-tu déjà entendu parler ? Eh bien, laisse-moi tout te dire et t'expliquer comment tu peux les observer. Prépare tes calendriers. La distance entre la Terre et la Lune est de 384 472 km. Oui, j'ai mesuré. Ça ne semble pas si loin, n'est-ce pas ? Mais crois-moi, la plupart des gens sous-estiment grandement cette distance. Savais-tu que toutes les planètes du système solaire, y compris Jupiter et Saturne, pourraient tenir entre la Lune et nous ? Je n'arrivais pas à le croire moi-même. La Lune est liée à la Terre par sa position. C'est pourquoi elle est toujours tournée vers nous avec un seul côté. Il y a plusieurs phases dans un cycle lunaire. La nouvelle Lune est la première phase. Le Soleil éclaire la face cachée de notre satellite, nous ne pouvons donc pas voir la Lune. Elle est presque invisible dans le ciel. La Lune croissante est la partie claire qui grandit progressivement. La pleine Lune est la phase pendant laquelle le Soleil illumine complètement la face visible. La Lune descendante est un déclin progressif de la partie lumineuse. Et enfin arrive une autre nouvelle Lune. Et le cycle entier recommence. Il y a 29,5 jours dans un cycle lunaire, donc cela prend environ un mois si on fait abstraction du mois de février. Mais pourquoi est-ce que je te raconte tout ça ? Pour que tu puisses mieux comprendre la Lune noire. Un événement astronomique rare qui se produit une fois tous les 29 mois, soit 2 ans et demi. Ce terme n'existe pas en astronomie. Il a été inventé par les astrologues. Il n'est pas officiel et a plusieurs significations. La lune noire peut signifier la deuxième nouvelle lune dans un mois. Habituellement, il n'y a qu'une seule nouvelle lune par mois, en avoir 2 est donc un phénomène rare. Cela est dû à un léger décalage entre le cycle lunaire et le cycle annuel de la Terre. Un peu comme les années bissextiles. Lune noire peut aussi vouloir dire autre chose. Par exemple, habituellement, il n'y a que 3 nouvelles lunes par saison. En gros, une nouvelle lune toutes les 30 jours. Cependant, s'il y en a 4, la lune noire signifie la 3e. Il existe également des significations moins populaires. Par exemple, c'est ainsi que les gens appellent le mois de février quand il n'y a pas de nouvelle lune ou de pleine lune. Cela se produit environ une fois tous les 19 ans. Mais qu'est-ce que cela a de si spécial ? Le satellite est entièrement caché dans le ciel pendant une nouvelle lune normale. Mais pendant une lune noire, tu pourras voir sa silhouette sombre. Tu devras choisir un bon endroit sans lumière de la ville. Si tu habites dans une grande ville, tu auras du mal à la voir sans télescope. De plus, comme le ciel devient noir durant ce phénomène, tu pourras voir différentes constellations qui étaient cachées auparavant, ainsi que Jupiter et Vénus. La dernière fois que ce phénomène s'est produit, c'était le 30 avril 2022.
Tu pouvais l'observer dans la plupart des régions des États-Unis, à l'exception des zones de l'heure du Pacifique, de l'Alaska ou d'Hawaï, à Aloha. Oui, malheureusement, si c'est la première fois que tu entends parler de la Lune noire, tu l'as déjà raté. Tu devras maintenant attendre encore 2 ans et demi. La prochaine Lune noire aura lieu en septembre 2024 selon la méthode standard et le 19 mai 2023 selon la méthode saisonnière. Mais ne t'inquiète pas, tu pourras toujours voir un autre événement astronomique. Il était une fois une lune bleue. Je ne me moque pas de toi, je suis sérieux. Tu peux toujours voir la lune bleue. Enfin, pas littéralement, bien sûr. La lune ne devient pas bleue. C'est juste ce que les astrologues appellent la deuxième pleine lune en un mois. Les lunes noires et bleues sont similaires par définition, mais elles sont en fait opposées. Si la lune noire est une deuxième nouvelle lune rare dans un mois, la lune bleue est une deuxième pleine lune rare. Elles se produisent aussi toutes les deux tous les 29 mois. Pas si rare, n'est-ce pas ? Il est assez ironique que cet événement soit nommé la lune bleue. Le folkloriste Philip Hiscock suppose que le terme lune bleue, dans sa version calendaire, a été inventé par l'almanach des fermiers du Maine en 1937. Un autre événement astronomique intéressant s'appelle la superlune. Fais le plein de télescopes et cherche des collines, car tu verras une lune exceptionnellement brillante et grande, comme celle que l'on voit seulement dans les films. Que signifie exactement une superlune ? Tu vois, la Lune ne tourne pas autour de la Terre dans une orbite circulaire. Son orbite est elliptique, et l'endroit où elle est le plus proche de la Terre est appelé périgée. Une superlune est un phénomène qui se produit lorsque la pleine Lune coïncide avec le périgée. Pour cette raison, elle nous semble particulièrement grande et brillante. Son diamètre est 14% plus grand, et elle est 30% plus brillante que d'habitude. À ce propos, ce phénomène est souvent confondu avec l'illusion lunaire. Pendant l'illusion lunaire, la Lune est basse au-dessus de l'horizon et paraît visuellement plus grosse. Sur les 12 ou 13 pleines lunes annuelles, 3 ou 4 sont des superlunes. Mais la plupart d'entre elles ne sont pas très significatives. Tu ne verras probablement pas de différence du tout. Les plus intéressantes sont les grandes et rares superlunes. Pendant celles-ci, la Lune devient réellement grande. La dernière grande superlune s'est produite en 2016. Malheureusement, les superlunes de grande envergure sont rares et se produisent environ une fois tous les 18 ans. La prochaine se produira seulement en 2034, mais nous pouvons observer des superlunes plus petites assez fréquemment. En 2022, elles auront lieu le 14 juin et le 16 juillet. Il existe aussi un phénomène opposé appelé microlune. Tu as probablement déjà deviné ce que cela signifie. Il se produit lorsque la pleine lune est à son point le plus éloigné de la Terre. Ce point est appelé apogée. La prochaine microlune, en 2022, a eu lieu le 29 juin. En 2023, nous pourrons l'observer le 7 janvier, le 5 février et le 16 août. Bien sûr, tu n'es pas obligé de suivre chacun de ces événements. La plupart des gens sont plus intéressés par des éclipses lunaires et solaires. D'ailleurs, fais-tu partie des personnes qui confondent ces deux événements ? Fais le test. Mets cette vidéo en pause. Décris ce que signifient ces deux éclipses. Comparons ta réponse avec la définition correcte. Tu es de retour ? Ok. Donc, une éclipse solaire est un phénomène où la Lune recouvre entièrement ou partiellement le Soleil. Une éclipse solaire est possible uniquement pendant la nouvelle Lune, lorsque la Lune elle-même n'est pas visible. Beaucoup de gens pensent que cet événement est incroyablement rare, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Une éclipse lunaire est un phénomène au cours duquel la Lune se trouve complètement ou partiellement dans l'ombre projetée par la Terre. L'éclipse lunaire peut seulement se produire pendant la pleine Lune, lorsque la Lune se trouve à proximité du nœud de son orbite. Si tu as deviné, bravo! Sinon, ne t'inquiète pas. Beaucoup de gens les confondent. En 2022, une éclipse solaire partielle aura lieu le 25 octobre. Elle sera visible en Europe, en Asie du Sud et de l'Ouest, en Afrique du Nord et de l'Est, et dans l'Atlantique. Comme je l'ai mentionné, une éclipse solaire totale n'est pas aussi rare que beaucoup de gens le pensent, mais le problème est qu'elle n'est pas toujours visible depuis n'importe quelle partie de la planète. Donc si tu veux voir cet événement, assure-toi de consulter le calendrier et de voir depuis quelle partie de la Terre tu pourras le voir. Et n'oublie pas des lunettes spéciales. Les éclipses lunaires sont cependant beaucoup plus fréquentes. Les éclipses lunaires partielles se produisent presque tous les mois, mais une éclipse lunaire totale aura lieu en 2022, dans la nuit du 7 au 8 novembre. Tu pourras la voir dans presque toutes les régions du monde, sauf en Afrique. J'ai entendu dire que les zèbres étaient carrément dégoûtés. La Lune est un satellite vraiment fascinant. Tu penses que c'est juste une petite boule de roche. Mais en réalité, il y a tellement d'événements intéressants qui lui sont liés.
Quels événements lunaires rares as-tu vu ou veux-tu voir dans ta vie? As-tu observé des événements astronomiques rares et fascinants? N'hésite pas à les partager dans les commentaires.